Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'astral, mais pas que. Donc, j'ai eu pas mal de messages, j'ai préparé l'intervention de cette conférence qui va durer un certain temps. À savoir qu'il y a énormément de gens qui m'ont écrit et qui, avant que je vienne en Bretagne faire la conférence, qui m'ont demandé de reparler des racines, de comment j'en suis arrivé là et comment j'ai progressé, mes perceptions, ce que j'ai eu à la naissance, comment on en est arrivé là, mes NDE, que beaucoup connaissent, mes interventions sur Nuria TV, que j'ai vu naître, et ainsi de suite. Donc je vais faire une petite récapitulation de ma vie assez rapidement. Donc bon, je vais tenter quand même de faire le show et que ça ne soit pas rébarbatif. Mais il va vraiment falloir aussi prendre en conscience, pour ceux qui sont très éveillés, il y a des choses qui vont être dites qu'il faudra certainement comprendre entre les mots. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais parler, je vais dire des choses, et la phrase qui va être dite, il va falloir la prendre et la retourner dans un autre contexte de ce qui est en train d'arriver maintenant. Donc, de temps en temps, je reviendrai dessus, j'essaierai de décrypter. Mais comme dans les lives, souvent, quand je les fais, il faut vraiment... Vous entendez ce que je dis, les gens sont d'accord ou pas, mais il y a toujours une vérité qui est derrière de ce que je suis en train de dire pour que justement la chaîne ne saute pas. Et je ne sais pas pourquoi, jusqu'ici, elle est toujours là. Alors que j'entends que partout autour de moi, toutes les chaînes YouTube se ferment. Donc, je tente, tant bien que mal. Alors, je ne parle plus de Norcan, je parle plus de Chibrit, je parle plus de tout ça, l'anénochrome, les enfants, j'en parle plus. Maintenant, vous le savez de toute façon, donc je ne vais pas revenir là-dessus, et c'est tellement douloureux que ce n'est pas la peine de rechasser tout ça. Mais je fais des phrases avec beaucoup d'humour où j'en parle, et vous savez de qui je parle, et de quoi je parle. Mais la IA actuelle qui gère YouTube, eh ben, il y a des mots-clés qu'elle reprend, et avec ces mots-clés, elle fait clignoter en rouge, et en fait, eh ben, à un moment donné, cette chaîne doit se fermer. Donc, sachez que YouTube a sa propre IA, Google a sa propre IA, Amazon a sa propre IA, et ainsi de suite. Donc, chacun se fait la guéguerre. Mais ils essaient par tous les moyens de nous faire arrêter. Mais vous avez bien compris que plus rien n'arrêtera ce qui est en train d'arriver. Nous avons dépassé largement ce qui pouvait nous faire un rétropédalage, en fait. Donc, ils vont tout essayer. Il y en a qui, j'ai vu, bon, ils sont un petit peu, pas dans les peurs, mais ils ont peur de ce qu'on nous annonce. Ils ont peur de demain, des choses qui sont en train d'arriver. Et on va parler un petit peu de ça. Et vous allez voir que la première chose qu'il faut faire, c'est de rester ancré. Et surtout, faites confiance au plan. Vous n'y pouvez rien. Que vous y faites confiance ou pas, le plan va s'établir. Et si vous ne participez pas, et si vous n'êtes pas dans l'amour de ce qui est en train d'arriver, dans le christique qui est en train de naître, je ne parle pas de la religion, mais d'accord, eh bien, vous n'allez pas pouvoir suivre ce qui est en train d'arriver. Et en fait, vous n'allez surtout pas vivre l'instant présent de ce que vous vivez maintenant. Alors que c'est maintenant qu'il faut vivre. Et ce n'est pas après, demain ou après-demain. Il faut vivre l'instant présent de ce qui est en train d'arriver. C'est hyper précieux ce qui est en train d'arriver maintenant. Et de la façon dont vous le pensez, vous êtes un émetteur. Et souvent, les gens pensent que, parce qu'on pense à quelque chose, on le pense pour soi. Comme mon grand-père disait, à la force de parler tout seul, tu finis par avoir raison. C'est clair, c'est une certitude. Mais dites-vous bien que toutes vos pensées, à l'heure actuelle, et même avant, mais on n'en avait pas conscience avant, mais à l'heure actuelle, ici, à l'instant T, tout ce que vous pensez, en émetteur, il y a le récepteur. Alors le canal, il est hyper ouvert actuellement. Tout ce que vous pensez, il est réceptionné tout de suite. Donc, c'est très difficile pour un être humain d'être dans l'amour, la bienveillance. Bon, vous me connaissez, je suis un sanguin, j'ai les poings serrés assez souvent, et voilà. Je suis quelqu'un qui réagit tout de suite à une intercation. Je calme tout de suite la chose. Mais plus ça va, et plus je commence à desserrer les poings, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que de participer à une violence écrite, parlée, physique, en fait, ça n'arrange rien de ce qui est en train d'arriver maintenant. Vous ne faites que reculer, d'être heureux de ce qui est en train d'arriver. Parce que vous êtes dans l'instant d'une violence, alors qu'il faudrait lâcher prise.
Donc je suis comme vous, hein, j'en arrive à me poser des questions et à me dire mais ça va très très vite. Donc je ne vais pas vous raconter d'anecdotes, de choses qui nous arrivent, il nous arrive tous des choses étranges, bizarres, on le pense, ça arrive, on pense à quelqu'un, il téléphone, et ainsi de suite en fait. Donc il est très important, avant même que je commence ma conférence, de se dire que ce qui va être dit maintenant, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de lettres, des pseudo-scientifiques, la médecine, je ne parle pas de Big Pharma, ce monstre de rouleau compresseur au tout chimique, je parle vraiment des scientifiques, des docteurs, ceux qui reprennent un peu leur vocation, qui est de soigner, voilà, et de ne pas faire oublier le mal avec le tout chimique, voilà, parce que le corps ne peut plus se soigner parce que justement il donne le tout chimique, il anesthésie en fait le mal, mais le mal est toujours présent. Alors qu'un vrai docteur, et maintenant c'est les gens qui ont de l'énergie et qui soignent, qui sont guérisseurs en fait, qui reprennent le pas, là c'est les vraies racines de la vraie médecine en fait, se soigner soi-même ou être aidé par quelqu'un qui a des perceptions, voilà, dans la médecine. Et en fait, tous ces gens commencent maintenant, et vous en avez plein à foison sur YouTube, qui font juste une capsule et n'en font pas d'autres. Ils font juste une capsule où ils arrivent à un âge où ils disent la vérité. Et là, ils sont en train de dire l'invisible est certainement plus réel que ce qu'on nous a vendu actuellement dans ce monde. Donc il y a tout un monde invisible, on est baigné dedans tous les jours, mais on n'a plus conscience parce qu'on nous a extrait de notre réalité. On nous a complètement anesthésiés et on n'a plus conscience de qui nous sommes. Et ça, c'est un drame absolu, de ne plus être connecté avec soi-même. Et on est complètement perdu. Et bon, plus le temps a passé, j'en fais partie aussi. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus le voisin avec qui on a des griefs. On est toujours en train de s'engueuler avec quelqu'un. On est toujours en colère, en fait. Et ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est-à-dire que maintenant que je vous parle, il y a un canal qui est en train de se faire, qui s'ouvre et qui est en dehors de notre conscience, en tout cas, c'est au-dessus de nous. Et il y a quelque chose qui est en train de s'établir actuellement, et c'est de l'ordre de l'amour. Et si on n'a pas cette conscience d'amour, que vous soyez connecté, éveillé, supra-éveillé, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Il faut être dans l'amour à 300%. Voilà. Ça, c'est un principe de base qui est en train d'arriver maintenant. Et tous les gens de sciences, docteurs, médecine, Big Pharma, même Big Pharma commence à rétro-pédaler et commence maintenant à dire on a fait du mal, on a été trop loin, on a injecté des choses qu'il ne fallait pas, vous savez de quoi je parle, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une première partie. Donc, il est important, ici et maintenant, de prendre conscience qu'il y a des êtres humains, j'en fais partie, nés dans le trou du cul du monde, qui, on ne sait pas pourquoi, à la naissance, des verrous sautés, et là on se retrouve avec des perceptions. Sachez, je vais revenir justement, on va commencer à parler justement de ce côté astral. Ce côté astral qui est que je me rappelle même quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc je me rappelle parfaitement ce qui se passait, je l'ai vécu, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens aussi qui ont ce souvenir, en tous les cas, de quelque chose qui se passait dans le ventre de la maman. Moi je sais qu'elle écoutait énormément avec mon père, elle écoutait Elvis Presley, avec tour de bras, c'était les années 60, c'était on va dire c'est la fin de guerre, c'était le renouveau de quelque chose qui devait arriver. Et c'est vrai que quand je suis né, je me rappelle parfaitement qu'il s'est passé une espèce de... Je sais pas comment... Vous savez, comme une lumière qui vient vous bercer, en fait, à la naissance. Vous sortez, et d'un coup, vous êtes envahi d'une lumière. Et cette lumière-là, je l'ai vécue après dans mes NDE, où on est pris en main par des êtres, alors, ça fait complotiste, ou ça fait farfelu, ou... voilà. Mais c'est comme ça. C'est que maintenant, il y a des gens bien attentionnés, qui ont des diplômes à la clé, parce que maintenant le diplôme fait faire que j'ai le diplôme, alors que le savoir il est en nous, en chacun, et commence comme Charbonnier, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Charbonnier, qui est quand même mondialement connu,
pour son travail qu'il a effectué. Enfin, lui, maintenant, il ne travaille plus, il œuvre. Il a compris que c'est plus le travail. Travail qui, en grec, veut dire esclavage. Et donc, il faut remettre les choses dans son contexte. Et donc, lui, il est déjà présent, et il le dit, et maintenant, c'est écrit dans les livres de médecine, que l'âme n'est pas dans le corps, et qu'il y a quelque chose de fondamental à prendre soin de ce qui est en nous. Et si vous prenez soin de vous, automatiquement, il y a quelque chose qui prend soin de cette, on va dire, de ce cercle immuable où tout s'organise. Voilà. Et donc, je suis né avec ça. Et j'ai grandi, voilà, avec des choses qui m'arrivaient que je ne comprenais absolument pas. Et surtout, le pire dans ce genre d'histoire, c'est que on vit quelque chose que personne ne peut vous expliquer. Et là, vous vous retrouvez un petit peu comme on appelle le scaphandre du papillon, c'est-à-dire vous êtes enfermé dans votre corps, avec des mots, avec des choses qui vous arrivent, et vous avez beaucoup de mal à comprendre. Et vous posez des questions, et plus vous posez des questions, et plus on vous prend pour un fou. Et là, vous vous dites, je ne suis quand même pas fou, je le vis, ce que j'ai là. Et ça, c'est vous savez, d'avoir des perceptions, c'est très difficile à vivre dans la vie. Moi, ça m'a merdifié complètement ma scolarité. Complètement. Et pourquoi ? Parce que déjà, à l'époque, justement, quand je suis né, avec cette lumière qui m'a aveuglé, qui m'a pris dans ses bras, ma mère a dit, quand tu es né, tu avais les 2 poings serrés. Et tu ne pleurais pas. Et ils ont cru qu'en fait, je ne pleurais pas parce que j'avais les poumons qui n'étaient pas séparés, que j'allais mourir. Un enfant crie à la naissance parce qu'à sa naissance, il sépare les poumons pour pouvoir respirer. Et moi, je n'ai pas crié, je suis sorti avec les poings serrés, déjà très en colère dans le monde d'où j'arrivais. Donc, on sait pourquoi on est là, hein, mais on n'en a pas conscience. Et quand vous commencez à en avoir conscience, dès la naissance, je peux vous dire que c'est dur à vivre en fait. Vous vivez dans un monde que vous voulez changer, mais les humains ne sont pas prêts à changer. Donc on rentre dans une routine de Playmobil, dans un évier, et ça c'est difficile. Et du coup j'ai grandi comme ça. Et en grandissant, j'ai posé des questions, aucune réponse. Et déjà, mon père me racontait que... Alors j'avais des vidéos, j'avais des diapos à faire voir, mais comme ça se passe mal avec le rétroprojecteur et la lumière, on ne peut pas bien voir. Mais en fait, voilà, j'ai des photos où je faisais déjà des intricités sur les couches. J'avais déjà cet instinct d'écriture qui sortait de moi. En fait, j'étais peteux. Je faisais des trucs qu'ils ne comprenaient pas. Ensuite, j'ai commencé à le faire sur les murs, un peu partout. Et je ne sais pas si vous avez connu ça, mais quand après on allait à l'école, on avait la musette de l'armée qui était à la mode pour Peace and Love et compagnie, donc c'était un effet de mode. Et j'avais des intricités déjà dessus, donc j'avais tout plein de symboles. Et donc en fait, j'ai grandi comme ça. Mais ça, c'est, comment dire, on vous met à part tout de suite. Vous êtes le vilain petit canard qui ne veut rien comprendre, que quand on lui dit quelque chose, il dit non, et quand ça ne matche pas avec ce qui attend vous, eh ben, vous ne le faites pas. Et donc, je n'ai jamais fait ce qui ne matchait pas avec moi. Donc, du coup, vous savez que je suis artiste, et je n'ai jamais voulu marcher avec le maître, avec la matrice, en fait. Donc, je me débrouille comme je peux pour exposer ce que je fais, mais je ne passe pas par la matrice. Et j'ai bien fait, puisque maintenant, tout est en train de s'écrouler, et qu'on va pouvoir vivre de ce qu'on sait faire, et être libre. Mais ça, à l'époque, je ne l'avais pas. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et en grandissant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'avais un grand-père. Et ce grand-père était d'une philosophie dingue. Et c'est lui qui m'a vraiment maintenu la tête hors de l'eau. Donc, il était amoureux de la terre, il était philosophe, il parlait de plein de choses. Et souvent, il m'a dit, c'est pas grave de ne pas parler. Il vaut mieux parfois se taire que de parler. Il vaut mieux parfois se taire et passer pour un con que de parler et de le prouver. Donc, je me mettais à l'écart et j'écoutais. Et j'ai grandi comme ça, en fait, très solo. Alors, je suis issu d'une famille nombreuse, mais je ne me suis jamais entendu plus que ça avec la famille dans laquelle j'étais. Mais, il faut vous rappeler d'une chose, c'est que la famille dans laquelle on arrive, on l'a choisie. Et pourquoi on l'a choisie ? Parce que c'est un tremplin sur une ligne de temps qui va nous emmener dans notre vie quelque part. Quand on est gosse, on ne comprend pas tout ça. Mais
L'univers, lui, a un plan pour chacun de nous. Et si vous vous posez des questions, pourquoi je suis là, est-ce que je sers à quelque chose, ce que je fais, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que quelqu'un s'en fait pour moi ou quoi que ce soit, dites-vous bien que si vous êtes né, c'est que vous êtes nécessaire. Il n'y a pas de naissance de hasard. On ne fait pas naître un être pour rien. Ce serait complètement fou, en fait. Dieu et la source ne jouent pas au dé. Je fais un 4, et ben, on fait une naissance. Je fais un 5, on fait rien. Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. C'est bien plus compliqué que ça. Bien plus compliqué. Et donc, j'avais toutes ces nuances, et surtout, j'avais la capacité à comprendre ce qui se passait. Et, étant petit, j'étais le vilain petit corbeau aussi. C'est-à-dire que je pouvais prévoir la mort de certains membres de la famille, quand ils arrivaient, quand ça allait arriver, tout ça. Et je le disais. Et ça arrivait. Donc, à un moment donné, ils m'ont encerclé, ils m'ont pris à part, et ils m'ont dit « T'arrêtes de dire que l'autre va crever à telle date, parce que ça arrive réellement, tes conneries. » Donc, j'ai fini par arrêter ça. J'ai arrêté. J'ai plus dit. Voilà. Et mon grand-père était toujours là, à mes côtés. Piano, piano. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont finir par comprendre. Vous savez, Jésus a souvent dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en fait, c'est difficile d'être né et de devoir expliquer qu'on est différent parce qu'on a des perceptions. Et quand vous parlez à quelqu'un qui n'a pas ces perceptions, eh bien, il y a une difficulté de langage. Parce qu'il dit, pourquoi toi, tu arriverais à avoir ça et que moi, j'y arriverais pas? Eh bien, c'est de l'ordre du christique. Il y a des gens, il y a des âmes sur Terre qui sont choisis pour faire quelque chose de très important sur Terre. Et ça ne se fait pas qu'en une seule vie. Et je sais très bien que dans la prochaine, j'aurai beaucoup encore à faire. Mais le monde aura bien changé déjà. Et j'aurai amené ma pierre à l'édifice avec mes chaînes, avec tout ça. Donc j'ai grandi comme ça, avec toutes ces idées. Et ce qu'il y a de paradoxal avec ça, c'est qu'en même temps ça intéressait, et en même temps ça faisait peur. Quelqu'un qui voyait l'avenir, qui comprenait les choses, qui voyageait. Et ce qui se passe, c'est que quand j'étais à l'école, souvent, je regardais mes collègues, mes copains, et je disais « Ah ben tiens, toi t'as été KPIP, toi t'as fait ça, toi t'as fait ci. » Et souvent, à mon époque, en tous les cas, on allait dormir à 7h. 19h, on était au lit. On ne regardait pas la télé. Et souvent, on me dit « Ah ben non, je n'ai pas regardé la télé, je n'ai jamais vu de ce film que tu me parlais. » Et c'est bien après. Alors déjà là, je commençais à être le pestiféré de la cour. Voilà, le gars, il est vraiment bizarre en fait. Alors, il y a plusieurs cas comme moi, je ne suis pas le seul. Mais quand vous êtes en campagne ou en périphérie parisienne dans les années 60, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en a pas autant d'éveillés dans une cour. Et quand vous faites déjà presque 1m80 à l'âge de, on va dire, 11-12 ans, que vous êtes grand déjà, vous dépassez d'une taille tout le monde, et déjà on vous appelle le grand, la saucisse, l'asperge. Bref, l'humain a vraiment cette capacité à descendre ce qui est haut, en fait, pour redescendre au niveau. Et ça, je l'ai vécu, donc c'était pas toujours facile. Et puis, un jour, je voulais tout arrêter, en fait. J'en avais marre de tout ça, je voulais tout arrêter, je voulais vivre normalement, je voulais au pays, ne plus avoir cette pensée, réceptionner les énergies des gens. Et ma prof, qui s'appelait Madame Roy, parce qu'à l'époque, il y avait une prof qui faisait, alors là c'est la scolarité donc primaire, et Madame Roy, elle faisait toute l'histoire, la géographie, les mathématiques. Et moi, pour moi, elle était increvable cette femme. Elle avait 300 000 ans, pour moi, elle était increvable. Et quand même, elle a fini par tomber malade. J'ai fait, pas classe. Si, il y a eu un remplaçant tout de suite. Et c'était un remplaçant, c'était un matheux, un gars qui faisait des mathématiques. Et ce gars, il rentre dans la classe et je le ressens tout de suite, l'énergie. Je ne bouge pas comme ça, et il passe à côté de moi, il me fait « Toi, on se voit après. Je sais qui tu es, on se voit après. » Et il a fait son cours. On se voit après, donc la classe. Donc il prévient mes parents de ne pas venir me chercher, et donc je vais le voir, on discute, et il me fait « Tu sais ce que tu fais, ce que tu vis, je le vis. Mais je me suis toujours caché. Mais on arrive à une époque où maintenant les choses commencent à se dire un tout petit peu. » Donc il m'a expliqué que je faisais de l'astral.
ce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et il m'a expliqué qu'il voyait des êtres, qu'il voyait l'avenir des fois, qu'il voyait des choses, qu'il avait tout notifié avant sa mort, et qu'un jour ça prendra un sens, en fait, tout ça. Donc il m'a aidé, et malgré tout, à l'époque, on avait la médecine obligatoire pour les enfants. Donc, on passait devant le médecin. Et le médecin, bah, il me regarde et tout, il me voit, il me parle. Et je commence à lui parler de spiritualité, de monde parallèle, des choses comme ça. J'avais 11 ans, quoi. Et le gars, il me regarde, il me fait, hop, chez le psy. Donc, il téléphone aux parents, votre enfant doit aller chez le psy. Bon, bah, on va chez le psy. Voilà. Donc, on m'emmène chez un pédopsychiatre. Et là, le pédopsychiatre, ben, il me fait parler, il me pose plein de questions étranges, diverses et variées, l'espace, les mondes parallèles, les trucs. Je me dis, c'est qui ce mec en fait? Pourquoi il me parle de ça? Et mes parents, ils se regardaient, je m'en souviens toujours. Et ma mère, elle, qui était femme au foyer, qui n'était pas instruite parce qu'il fallait travailler dans les champs pour gagner sa vie, comme on dit, hein, gagner sa vie. Hein, on doit être les seuls êtres dans l'univers où on doit travailler pour gagner le droit de vivre. C'est un truc de fou, en fait. Et là, ma mère, bah, elle disait rien, et mon père était sidéré. Il fait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, quoi. On essaie de faire taire le gamin pour pas qu'il va dans ce sens-là, et le psy, lui, alors lui, il réécrit toute l'histoire. Mon père, il avait l'impression qu'il parlait de moi. Et là, il fait, bon, je vais rester seul avec lui. Ah bah, ok. Donc il se lève, il fait, ah non. Je vais rester seul avec vous, en fait, vous deux. Donc vous faites sortir votre enfant, je vais rester avec vous. Et en fait, ils ont discuté, et j'avais l'oreille collée à la porte. Je vais entendre. Et en fait, le psychiatre, il fait, le problème, c'est pas votre fils. Le problème, c'est vous. Et là, ils ont pris un coup. Là, ils n'étaient pas d'accord du tout. Donc, mon père qui était un ancien boxeur, donc, bah oui, la pomme n'est pas tombée bien loin du pommier. Donc il s'est levé, il commençait à s'énerver et tout ça. Ma mère, elle lui dit non, calme-toi. Je les entendais, en fait, ça hurlait là-dedans. Et lui, il va découpiller la tête, hein. C'est pas possible. Et en fait, il a réussi à trouver les mots, le pédopsychiatre, il lui a expliqué tout ça. Et puis bon, il a dit, laissez-le vivre sa vie, il fait de mal à personne, il dit des choses, il vit des choses que vous ne pourrez jamais comprendre, certainement dans cette vie. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Donc j'ai raconté ça à mon grand-père, qui m'a dit effectivement, il m'a raconté que j'étais différent et qu'il fallait faire attention à ce que je disais. Sinon, je serais réellement enfermé. Du coup, je suis resté dans l'ombre, sans rien raconter à personne, parce que j'avais des messages de l'astral, déjà à l'époque, où je savais où la Terre, elle allait, ce qu'on allait vivre. Je savais déjà à l'époque. Donc ça s'est passé, et bon, j'ai grandi, quoi, voilà, tout simplement. J'ai fait ma scolarité, j'étais bachelier, je devais passer le bac. Au moment de passer le bac, je me suis levé, le type m'a dit quoi? J'ai fait non, c'est bon, je passe pas le bac. Ça me gonfle, en fait. Et le gars, il m'a fait non, faut pas, non, je me casse. Et tout le monde m'a regardé, je me suis barré, donc j'ai pas le bac. Ah ouais, j'ai décidé. J'ai pas le bac. Et donc je me suis barré. Parce que j'avais un autre niveau et je voulais pas ce niveau-là, en fait, tout simplement. Ça me dépassait de rester là à écrire. Donc je me suis barré. Et je suis parti, voilà, quoi. Ensuite, là, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Et je sais que j'étais toujours en train de dessiner, et je faisais des intricités, des artricités, tout ce qui était en correspondance avec les énergies des gens et tout ça. Et l'astral m'a dit, fais ce qui te rend heureux, et tu n'auras jamais à travailler. Donc, je me suis dit, je vais faire ce qui me rend heureux, on verra bien. Ça ne m'a jamais ramené d'argent. Donc, j'ai dû remplir le frigidaire, comme chacun, et aller travailler. Alors, ma naissance, je suis parisien, donc, du coup, j'ai eu la chance d'aller travailler à Paris. À Paris, à l'époque, ça ne sortait pas la pisse. C'était vraiment Paris. C'était super. Donc, et puis, bon, haussmannien, bon, voilà quoi, les bâtisses tartariennes et tout, j'étais déjà en admiration devant ça, alors je ne savais même pas ce que je regardais. Ce qui était drôle, c'est que je prenais Par contre, il y a quelque chose qui était rigolo, c'est que je prenais à chaque fois le nom de l'architecte qui gravait dans la pierre. Et je recherchais l'architecte. Et bizarrement, il n'existait jamais. Donc déjà à l'époque, je me suis dit, c'est quand même assez étrange. Et il y a certains qui ont quand même existé et qui ont participé à la restauration, mais qui n'ont pas fait l'immeuble. Donc voilà. Donc ça, c'était assez drôle. Et puis, le temps est passé. Et là, à l'époque, on avait l'armée obligatoire.
Donc j'ai fait mon armée obligatoire, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis bon, 2-3 bêtises par-ci par-là, j'ai agrandi de plus de 5 ans, 3-4 ans, l'armée. Donc j'ai vécu des choses, et j'ai jamais lâché l'astral, j'ai jamais lâché les électricités, le dessin, la peinture, j'ai toujours été là-dedans. Et puis quand je suis revenu à la vie civile, eh ben, j'ai passé quand même le temps où j'étais dans la sécurité rapprochée pour certaines huiles, voilà, les pontes de l'État et tout ça. Donc ça, je le passe. Et ensuite, eh ben, faut aussi savoir que je fais des arts martiaux depuis quasiment ma naissance. Donc il y a quelque chose, peut-être que je raconte en live, mais que je vais le redire là, parce que beaucoup m'avaient demandé de raconter mon histoire. C'est-à-dire que j'étais un bagarreur. Et ce qui se passe, c'est qu'on était invités, à l'époque, on faisait des sorties scolaires. Donc il fallait préparer le casse-croûte. Moi, c'était la banane et le sandwich. Hein. Voilà, on a tous connu ce truc-là. Et on a été aux Invalides. Et aux Invalides, eh ben, c'est une grande partie de pelouse. Et puis là, ben, on pouvait s'amuser, voilà. Et moi, j'ai en fait commencé à chahuter avec certains, mes collègues, mes camarades. Et puis un autre est arrivé, puis un deuxième est arrivé. Et en fait, ils étaient 5 contre moi. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, paire de claques, hein, ça va commencer. Donc la machine à points, elle a commencé à jouer. Donc j'en ai amoché 1, 2, 3, je commençais à taper tout le monde en fait. Et le prof, il ne pouvait plus m'arrêter, tellement que j'étais complètement énervé en fait de tout ça. Et il y avait un petit prof de Kung Fu, un chinois qui venait directement du Yunnan, donc il parlait pas français, et qui faisait son tai chi tranquillement. Alors moi j'étais en train de casser des dents, et lui il était tranquille. Puis il me regardait, et puis il me disait, vous savez dans le tai chi, ben, il y a cet aspect de nuage qui flotte dans l'air. Donc il était tranquillement en train de faire les mouvements, et puis il me regardait, puis moi je tapais, puis il me regardait, puis je me dis, c'est bizarre ce mec quand même. Il y a quelque chose qui se passe de très rapide, et puis lui il était tranquille, le temps était arrêté, puis il me regardait avec un petit sourire en coin, tranquille. Je me dis, il est bizarre ce mec quand même, ce vieux là. Et puis ensuite, une fois que ça continuait, donc les autres camarades venaient de la classe pour défendre leurs camarades, et c'était infini en fait. Donc à un moment donné, il est venu, et il était voir le prof, et il lui a dit, lui, dangereux. Lui, faut arrêter. Lui, dragon, dangereux. Et lui, il a regardé, et le prof il a fait, mais t'es qui? T'es qui en fait? Il fait, moi je suis tai chi là, et je vois lui taper tout le monde. Lui, il faut qu'il arrête. Lui, il a le dragon nerveux. Alors, il a dit, bon, bah, ok. Et puis, quand il a vu que le prof ne lui parlait pas plus que ça, qu'il avait compris, mais bon, eh ben, il est venu me parler, en fait, le vieux monsieur, avec l'autorisation du prof. Et puis, il m'a expliqué, en fait, qu'il pouvait m'apprendre des arts martiaux pour me calmer, pour me canaliser, l'équilibre du corps humain, et ainsi de suite. Et ça me parle. Ça me parlait, mais alors, d'une puissance dingue, en fait. J'ai ressenti que j'étais un guerrier dans les autres vies, et qu'il y avait quelque chose qui ne matchait pas avec cette vie-là, en tous les cas, où je voulais mettre des claques à tout le monde. Et du coup, il m'a canalisé, et il m'a dit, ben, tu viens aux Invalides, j'ai la Church American Institute, et je donne des cours en sous-sol, dans un terrain de basket pour Américains. J'ai fait, ok, mais bon, je suis petit, je ne sais pas comment je vais faire pour venir, mais je vais me débrouiller. Et donc, je me suis retrouvé, à l'âge de 6 ans, à prendre le train tout seul de la région parisienne pour aller à Paris. Et mes parents, figurez-vous, n'en ont jamais rien su. Jamais. C'est un truc de dingue. Donc, voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et il m'est même arrivé de dormir dans le dojo, tellement que j'appréciais ces cours, qui étaient très difficiles, mais j'appréciais, je dormais à l'intérieur, je passais des nuits. Mes parents n'ont jamais vu ça. Ils ne savaient même pas. C'est un truc de fou, hein. Et donc, j'ai vécu avec ça, donc j'ai grandi avec les arts martiaux. Et donc, j'ai fini par ouvrir ma salle par la suite. Je suis professeur, voilà. Et donc, j'ai ouvert ma salle, et j'ai ouvert ma salle dans son école à lui, le Tigre du Dragon. Voilà. Et j'ai ouvert donc mon école. Et quand j'ai ouvert mon école, eh ben, j'ai pu enfin commencer à expanser la bonne parole, l'équilibre du corps, la verticalité de son être, tout ça. Donc, tout ça, c'est mêlé dans les arts martiaux asiatiques. C'est pas juste point-pied et faire du mal. J'ai compris qu'il y avait une essence derrière, beaucoup plus dans l'amour, le respect des uns et des autres. Vous voyez, c'est le samouraï qui tue pas juste pour tuer. Il y a vraiment toute une philosophie derrière que j'ai embrassée, que j'ai pris,
à bras le corps, et ça s'est très très bien passé. Et donc j'ai passé comme ça des années à donner des cours à plus de 300 élèves, dont certains sont devenus champions du monde, champions de France, donc ça s'est très très bien passé. Et par la suite, j'ai quitté Paris, et j'ai ouvert une école dans la périphérie de Paris, donc en région parisienne, dans le 78. Et là j'ai ouvert une école où il y avait 5 ou 6 élèves. Mais ça me suffisait, c'est ce que je voulais en fait, la qualité et pas la quantité. Et je pouvais m'orienter et faire du cas par cas pour qu'ils évoluent dans l'art asiatique. Et ensuite, il s'est passé qu'un jour, quelqu'un est arrivé, un homme au nom de Michel, qui est arrivé et qui voulait faire du Kung Fu parce qu'il a entendu parler de mon école et qu'il mettait des dérouillés à tout le monde. Donc il s'est dit, tiens, le gars, son école, elle est bonne, quoi. Et il est venu. Et on a sympathisé, on a travaillé ensemble, je lui ai appris les arts martiaux. Et puis à un moment donné, un jour, je fais voir un mouvement de jambes, de coups de pied en fait. Je lui fais voir, et je lui fais voir au ralenti, plusieurs fois, et aux élèves aussi. Donc après, ils doivent le reproduire, ce mouvement. Et je passe comme ça d'élève en élève. Et lui, qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. C'est un fou furieux. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est qu'une fois que j'ai fini de lui faire voir le mouvement au ralenti, le temps que je parle à mes élèves, donc j'ai donné ma confiance, ce que j'aurais pas dû à cet homme-là, j'étais en train de discuter, et là, il me met un coup de pied à toutes ses forces, mais de toutes ses forces dans mon mollet. J'ai cru que mon mollet était explosé. Il est remonté jusque derrière le genou pour redescendre. J'ai eu un mal de chien à ne pas faire voir que j'avais mal. Aïe, je suis professeur. Et j'ai dit, Michel, t'as bien réussi ton coup de pied. Mais je vais me soigner et un peu on va parler. Parce que moi, la traîtrise, je déteste ça. Donc du coup, je l'ai mis dehors, mais le mal était fait. Le mal était fait. Et je ne le savais pas. Et même en Israël, ils m'en ont pas parlé. Donc je ne le savais pas. Que j'étais en mort. Que j'étais en train de mourir, en fait. Et en fait, je travaillais à Nature et Découverte, je veux connaître cette ancienne enseigne, que j'aimais bien, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. J'étais passé guide professionnel dans l'optique. Donc j'aimais bien. Et tout en marchant, ce mal, à un certain moment, était monté au-dessus du mollet. Et dans la journée, il a commencé à monter au niveau du genou. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, quand même. Vraiment, j'avais mal, comme si on me pointait avec une aiguille à chaque fois. Et puis le soir, je me couche, et quand je me lève le matin, la douleur était devenue à mi-cuisse. Une douleur. On leur dit qu'on était en train de me scier la jambe. Mais c'est pas possible, en fait. Et j'ai pas pu aller au travail, donc je suis resté alité. Et j'étais là. Et puis mon ex-compagne, elle est venue me voir et elle me dit, écoute, t'as pas l'air bien quand même. T'es pâle, t'as les yeux jaunes, le blanc des yeux jaunes, tu n'as plus de force, tu ne te lèves plus. Toi qui es toujours actif et tout ça, là, il se passe quelque chose, il faut que tu ailles à l'hôpital. Tu n'as pas envie d'y aller, mais il faut y aller quand même, là. Je dis, moi, je vais encore attendre un petit peu. Et le mal, en fait, il a commencé à monter au niveau des reins. Là, à l'intérieur, j'ai super mal, je ne pouvais plus respirer. Et là, je dis, bon, ouais, ok, on va à l'hôpital. Donc, on y va. Donc, je prends la voiture. Ah ouais, un mec, il est en train de crever, mais il prend la voiture quand même. C'est lui qui conduit. C'est comme ça. Donc, on arrive à l'hôpital, à la clinique d'Arès à Arcachon, parce que vous savez que je suis arcachonnais, voilà, j'ai vécu toute ma vie à Arcachon. Et là, quand j'arrive à l'hôpital, il y a un docteur au fond qui me regarde, qui d'un seul coup qui crie, urgence, vite, un fauteuil roulant et tout ça, parce que le docteur a vu que j'étais en mort clinique en fait, il avait un mort en face de lui. C'est comme ça qu'il m'a expliqué ça, il m'a mis dans le fauteuil, il m'a emmené, et il m'a dit, mais vous avez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Je fais, je sais pas, le mal est monté, j'ai mal là, ça a commencé par le mollet, j'ai expliqué l'histoire. Il fait flébite, flébite, flébite. Donc ils m'emmènent dans les couloirs, ils font des radios, et là le verdict il tombe en fait. Je suis en embolie pulmonaire massive, je suis en mort clinique, il y a des caillots partout. Et normalement mon corps ne devrait plus pouvoir respirer, ni des poumons, et le cœur devrait s'arrêter en fait, tellement que j'ai de caillots partout. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur Michel, je me suis retenu. Je peux vous dire que vraiment, j'essaierai tout ce que je peux. J'ai même fait des nœuds avec les testicules. Il fallait vraiment pas que je tape dessus. J'ai fait. Je l'ai pris sur moi, vraiment, parce que je l'aurais défoncé.
Et en fait, il m'a tué, mais pas que ce jour-là. Il m'a tué jusqu'à presque 50 ans. C'est un mal qui ne m'a jamais quitté après. Donc il a détruit mon véhicule. Et donc ils m'ont soigné et ils ont dit donc à mon ex, ben voilà, d'ailleurs il y a ma fille qui était là, il dit bon bah c'est fini, il passera pas la nuit, il va décéder, on peut rien faire contre lui, on peut rien en fait, c'est trop tard pour lui. Donc tout le monde en pleure, tatati, et moi je lui dis non, je ne vais pas mourir. Puis là le docteur fait si tu vas mourir. Ouais comme ça. Ouais. Je fais non, je vais pas mourir. Il fait si, parce qu'est-ce que tu as là? Tu vas mourir. Je dis non, je vais pas mourir. Puis il fait si, tu as mal. Je dis non, j'ai pas mal. Arrête de jouer au dur, tu as mal, tu as des douleurs. Eh bien, figurez-vous que j'avais plus aucune douleur. Toutes les douleurs avaient disparu. Je n'avais plus aucune douleur. Donc je pense que les guides en astral avaient fait déjà leur boulot. J'étais maintenu en vie en fait. J'étais canalisé. Et d'ailleurs, le docteur, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit, mais je ne comprends pas qu'ils soient encore en vie. Et du coup, il me pose la question, tu ventiles comment? Je fais, ben, je sais pas, mais je respire. Donc il met un petit miroir sous le nez, et il voit qu'en fait, une fois sur deux, il y a un petit peu de vapeur d'air. Il fait, je comprends pas là. Tu ventiles comment? Connard. Je dis, eh ben, je sais pas, mais j'ai pas mal, je ventile et je vais pas mourir. Il appelle un collègue, un deuxième, un troisième, un cardiologue renommé. Il regarde, il fait, ouais, ben là on comprend pas. Là, il y a un problème là. Donc il m'emmène dans une chambre en fin de vie, avec les personnes âgées qui sont en train de passer de l'autre côté. Donc ils m'emmènent là, ils me mettent là, et ils me mettent, vous savez, le truc sur le doigt pour le bip-bip du cœur. Et je suis enfermé là-dedans, et puis je peux vous dire que j'ai attendu la mort, et pour la niquer cette mort, j'ai regardé Top Chef toute la nuit. Ouais. C'est super, j'allais faire des gâteaux maintenant. J'ai crevé, mais j'ai les recettes. Et donc du coup j'ai continué comme ça, c'était génial, j'ai attendu, et puis à un moment donné, je ne sais plus à combien de numéros de Top Chef, j'entends et là je me dis, ah merde, le truc s'est détaché de mon doigt, ça va attirer toute l'attention de l'hôpital. Et là je veux l'attraper, j'y arrive pas. Juste, c'est quand même assez étrange, je me retourne, je regarde le bip et je vois bien que c'est électrocardiogramme plat. Et là, je me retourne, je dis, c'est pas possible. Et j'ai cru que je voyais mal, donc je me recule comme ça. Et en reculant, je vois mon corps. Je dis, waouh, c'est quoi cette magie? C'est pas de l'astral, en fait. C'est pas de l'astral. C'est plus de l'astral du tout. C'est là, j'ai plus mon corps d'argent qui est relié à mon corps. Il n'y a plus rien, en fait. Et là, je flotte. Et tout en flottant, alors là, il y a les docteurs qui arrivent et tout ça, il y a tout le monde qui arrive. Branle-bas de combat, on veut le réanimer, on n'y arrive pas, patati. Je me retourne et je vois à travers les murs. Et je vois qu'à la chambre d'à côté, il y a une personne âgée qui est dans un lit. Et vous savez, les lits, normalement, on peut remonter les accoudoirs comme ça. Et là, on n'y a pas mis l'accoudoir. Et la personne âgée, elle commence à tomber comme ça. Il y a un bras qui est tombé et qui commence à tomber. Et je le vois. Et je crie qu'il va tomber, mais personne ne m'entend. Et je vois un numéro sur le lit. Et je capte le numéro. Et je me dis, bah ouais, il va falloir que je le dise. Et je regarde en bas et je vois un véhicule qui se gare, en fait, tout en bas du parking. Donc je vois à travers les murs. C'est un truc de dingue qui m'arrive. Et à un moment donné, je sens que je m'écarte de mon corps. Et comme je ne veux pas mourir, et que je veux voir les enfants de ma fille, je veux voir ma fille heureuse, je veux rester pour la protéger. C'est ce qu'on fait tous, étant parents. On protège nos gosses. Et donc je veux rester. Et je fais la nage du chien. Et j'essaie. Il n'y a rien à faire. Plus je nage vers mon corps, plus je m'en vais. Et je suis non, c'est pas possible. Je ne vais pas mourir maintenant comme un con, quoi. Oh, c'est Michel. Et du coup, je m'en vais. Et puis, et là, d'un seul coup, je ne vois plus rien. Et il y a comme un brouillard, un espèce de... comme des nuages. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est dur à expliquer, en fait. C'est comme un brouillard et on est dedans. Et on est bien, on est dans de l'amour, on est dans la bienveillance. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mots. Il y a un amour inconditionnel. On aime tout, on comprend tout, on parle tout. C'est un truc de fou, en fait. Alors, ce qui est étrange, c'est que je vois, je sens, je ressens, j'entends. Alors qu'on n'est qu'une lumière. L'âme, c'est qu'une lumière, en fait. Et à un moment donné, je vois mon guide et je lui dis, mais... Et il me regarde, il me fait, non. Je fais, si, il faut que j'y retourne. Et il me fait, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas. Je fais,
quand même, je suis hors de mon corps et j'ai pas mon truc, je vais crever, quoi. Et là, je vois des êtres étranges, blancs, grands, avec des têtes très allongées, lumineux, qui sont devant, un peu voûtés comme ça, qui sont à côté de moi, et je les entends parler, tout plein de bruit autour de moi, et j'entends plein d'êtres qui passent comme ça, qui n'ont rien à foutre de moi, qui passent, tranquille. Et là, je commence à dire, mais il se passe quoi et tout. Et là, il commence à me dire, ben, il va falloir que tu y retournes, mais on te fait retourner avec le message que tu dois passer, l'amour, la bienveillance, que le monde va bien se passer, qu'on va passer par des moments difficiles, que la Terre va faire clac, clac. Et là, je comprends qu'on va passer par un cataclysme mondial, qu'il va se passer des choses extraordinaires. Bref, on m'explique qu'il va falloir que je donne ce message au monde. Comment je vais faire ça, en fait? C'est ça le plus difficile. Comment émettre le message? Et puis, quand je dis si je dis oui, je retourne dans mon corps. Ouais, oui, je vais faire passer le message. Et j'étais sûr de moi. Hein. Et là, ce coup, paf, je me retrouve dans mon corps, un corps qui est immonde. Il faut rentrer à l'intérieur, il faut reprendre sa place jusqu'aux ongles, il faut rentrer dans les globules rouges, il faut rentrer dans les viscères, il faut aller dans le cerveau. Et ouais, putain, mais je suis dégueulasse en fait. Je suis immonde. Comment je vais faire pour rentrer là-dedans? Et j'arrive à rentrer dedans et tout ça, et voilà, et l'infirmière elle est plus là, tout le monde est parti, donc j'ai le drap sur la tête. Mes parents ont reçu le télégramme comme quoi leur fils est décédé, le temps, comment, et tout ça. Une misère. 12 minutes de mort clinique. Plus rien dans le cerveau. Je reviens avec rien. Nickel. Enfin, nickel. Vous connaissez. Hein, des fois, je vous dis des trucs, hein, ouais, ma brosse à dents. Et bref, ça se passe comme ça, et je me retrouve dans mon corps quand même, et là, c'est comme si j'étais en train de me noyer, et le corps reprend, en fait, reprend vie. Et là, je me lève à poil, et je regarde la fenêtre, en grand, et je dis, oh, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, cette planète, le vent, l'herbe, tout ça. Putain, mais mon prisme avait changé de couleur, je voyais tout merveilleusement. Et là, l'infirmière, elle rentre pour me faire la toilette. Ah ouais. Ah putain, il est vivant le con. Alors elle sort de la pièce en courant, il est vivant. Et moi j'avais eu tout le temps de me retourner comme ça et de lui dire, belle la planète quand même. Quand même avec un poil devant la fenêtre en train de lui dire, elle est belle la planète quand même. Ouais, mais t'es mort 12 minutes mon pote. Là, ça c'est le truc que j'avais oublié. Et du coup, les docteurs sont arrivés comme des dingues, ils m'ont allongé, ils m'ont piqué l'abdomen avec du sucre, tout ça. Ils ont commencé à. Ils étaient prêts à faire le massage cardiaque et tout ça. Puis le docteur, il fait. Celui qui dit qu'il va mourir, ah, il est comme un con. Le mec, il est là. Et là, il comprend pas. Il fait, ah, je comprends pas, il y a un problème là. Donc, il y a un truc qui va pas là. Donc, ils me font des radios, un Doppler, je crois, ou quelque chose comme ça. Et là, il voit que je suis encore en embolie pulmonaire massive. Tous les caillots sont toujours présents. Et je fais un arrêt cardiaque pulmonaire. Le gars, il meurt pas. Putain, c'est qui ce mec? Donc, il commence à se poser des questions, il commence à discuter, à voir entre eux et tout ça. Bon, on va l'aider. Donc, il me pique avec un truc sucré, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, il dit du coup, si t'en veux, t'en veux. C'est peut-être pour ça que j'aime le flan, hein, la sucrerie. En tout cas, ils m'ont bien piqué. Et puis, à un moment donné, ben, voilà, ça se passe. Ils viennent me dire, bon, bah, t'as pas de pathologie, je veux dire, voilà, on a discuté, il a vu que j'étais normal, enfin normal. Bref, j'étais là, j'étais présent. Et puis, à un moment donné, ils me disent, bon, ben, ok, on va te laisser te reposer, on va te donner à manger. Alors, moi, j'ai pas faim, je mange pas. Et là, bon, on me dit que je vais devoir sortir, en fait. Je suis en embolie pulmonaire massive. Ils me disent, ah, tu vas libérer le lit, on va te mettre sur le parking. Ouais, comme ça, on va te sortir. Je fais ok, mais entre-temps, je leur dis, oui, mais j'ai fait des trucs, j'ai vu des trucs. T'as rien vu. Donc, du coup, je suis passé par là, et puis maintenant, je suis en pourparlers avec cette dame pour essayer d'augmenter la dose. Malheureusement, je suis contre les médicaments, mais c'est la seule chose qui nous maintient en vie. Si je l'arrête, je pourrais refaire une embolie pulmonaire massive dans les 12 heures qui suivent, et je pourrais passer de l'arme à gauche, et je sais que là, la prochaine, je ne reviendrai pas. Je le sais. Mais j'ai compris. D'où la chaîne YouTube, questions-réponses. Et là, on parle de choses sérieuses. Et maintenant,
Tout ça a été dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'astral. Qu'est-ce que c'est que l'astral? Et pourquoi l'astral m'a aidé? Et qui m'a aidé? Et comment? À quelle proportion? Eh bien, tout simplement, je vais juste vous parler de ce décollage pour aller en astral. Tout le monde fait de l'astral, vous faites tous de l'astral, mais vous n'êtes pas conscient, parce que vous dormez. Vous dormez d'un sommeil du juste. Et vous partez pour être régénéré. C'est le plus important. C'est-à-dire que votre corps, tout ce qu'on subit à l'heure actuelle, on pourrait ne pas survivre au bout de 24 heures avec toutes les merdes qu'on nous met sur le dos. L'administration, les banques, les emmerdes, le patron, le truc, les enfants. Bref, on a à l'heure actuelle 3 tonnes de trucs sur les épaules, quoi, qu'il faut gérer au quotidien. Sans compter les emmerdes qui vont arriver encore. Et des trucs qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est comme ça. Toute notre vie, c'est comme ça, en fait. Et c'est fait exprès, hein. Si ces gens ne travaillaient pas dans l'ombre pour nous envoyer que de la merde et des missiles par la poste, on serait complètement différents. Hein. On ne serait pas là à être des résistants et à se voir en catimini dans une salle. Hein. Et ça, tout ça, c'est fait exprès. Et en astral, ils m'ont bien expliqué qu'en fait, tout est juste et à sa place. Et encore une fois, notre humanité n'a que 300 ans. J'ai expliqué hier, ça a surpris certains, et après j'ai pris des extraits d'un livre de quelqu'un qui est renommé aux États-Unis et qui a fait des enquêtes sur plus de 20 ans sur l'histoire du monde, et il en est ressorti qu'en fait, pour lui, et il ne m'a pas concerté pour le dire, hein, pour lui, notre humanité n'a que 300 ans. Et du coup, il a été voir des scientifiques, des historiens, et ils ont travaillé de pair, en concert, alors des historiens. C'est comme ça et pas autrement. Hein. Eh bien, ils sont tombés en conclusion que notre histoire n'a que 300 ans et que tout est un mensonge et falsifié. Donc, ça commence maintenant en déclassification à arriver. Donc, j'ai bien fait de commencer le live et de dire les choses en amont et de parler de la Tartarie, de parler de l'astral, du voyage de corps, des choses comme ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en astral, quand on voyage, eh ben, souvent on dit il est parti au paradis, il a décollé, il est parti. Mais en fait, l'astral, on est dedans. Vous ne partez pas plus loin que ça. Vous êtes en astral, nous sommes en astral. Et d'ailleurs, qui nous dit que nous ne sommes pas déjà morts et que nous ne vivons pas dans un autre monde? C'est toute une histoire qu'il faut prendre en conscience. C'est que, est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de vivre l'autre vie que nous avions? Et que ce n'est pas un cheminement qu'on doit vivre. Donc il y a toute une réflexion derrière. Maintenant, pour moi, on vit bien notre vie, hein, on n'est pas mort. Sinon, je serais mort. Donc pour moi, on n'est pas mort. Et ce qu'il y a, c'est qu'en astral, quand on y va, il y a plein de gens que je rencontre en astral, avec qui je discute. Alors il faut savoir qu'il y a du bruit, il y a de la musique, on fait l'amour, le sexe est roi, et quand on s'amuse, on s'éclate. C'est ça l'astral. C'est pas du tout ce qu'on a sur Terre. Hein? Sur Terre, c'est pas bon. Hein? Faut pas être heureux. Ah, celui qui est heureux, c'est qu'il est malade, ou enfermé. Donc il y a tout ça en fait qui est lié. Mais c'est le sexe christique. C'est-à-dire la reconnaissance de l'un avec l'autre, d'être ensemble, de fusionner, d'être heureux. C'est ça. Et vous ne pouvez pas aller en astral avec de la déviance, du malsain, des mensonges, la traîtrise. Tout ça ne peut pas partir en astral. C'est un monde d'amour. Donc vous êtes baigné dans un monde où tout est beau. Bon, on peut l'appeler bisounours, hein, c'est comme vous voulez. On vous enlève l'arc-en-ciel parce que c'est un peu wokisme. Mais en tous les cas, toujours est-il que c'est ça l'astral. Vous n'avez que le meilleur de vous-même qui vient avec vous. Mais vous ne pouvez pas faire de l'astral si vous êtes menteur. Vous pouvez mentir à tout le monde, à 1 milliard de monde. Mais le seul à qui vous ne pouvez pas mentir, que vous mentez, c'est vous-même. Et si vous le savez, il le sait. Donc, il ne vous fait pas en conscience aller en astral. Donc, c'est très difficile d'être... Alors, c'est pour ça que, justement, je n'ai pas fait que des amis. J'ai toujours dit la vérité. Je suis toujours dans l'instant. J'ai toujours préféré dire la vérité, me faire engueuler, me faire toiser, me faire punir. Mais au moins, j'ai dit les choses. On ne revient pas là-dessus.
Et ça m'a vachement permis en fait en astral. C'est très important ça, parce que l'architecture astralienne, elle est faite d'une telle façon que les gens qui peuvent décoller et que je rencontre, et j'ai rencontré, en fait, vous pouvez créer votre monde, vos mondes. Si vous êtes emprunt à de belles églises, si vous êtes emprunt à de beaux jardins, si vous êtes emprunt à des animaux fantastiques, si vous êtes emprunt à de la belle couleur, juste de la couleur qui flotte dans l'air, en astral c'est possible, et bien vous le construisez dans des espèces de petites bulles de savon, et ça vole comme ça dans toute l'astral. Et vous le retrouvez, à chaque fois que vous allez dans l'astral, vous retrouvez ces mondes. Et moi, j'ai pris la place d'une âme qui a décidé d'ascensionner et pas de retourner sur Terre. Elle a voulu aller vers la source, en fait, et de progresser comme ça, et de parvenir sur Terre. Elle avait un job à faire. Et donc, j'ai pris sa place. C'est dans un grand jardin qu'elle avait construit. Et il y a une espèce de gros rocher qui est tout au bout, où, justement, je viens m'asseoir et j'admire le monde australien. Et j'ai toujours ce vouloir d'aller de plus en plus loin en astral jusqu'à me rapprocher de Dieu, de la source, en fait. Je veux savoir. Et donc, toute ma vie, je n'ai fait que ça, de vouloir voyager et d'aller de plus en plus loin. Et j'ai rencontré des choses extraordinaires, des êtres merveilleux. D'ailleurs, pendant le coco, il y a eu un être en astral, j'étais en astral, et là, on m'a dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et donc, je me suis mis sur mon rocher. Alors, il faut savoir qu'on n'est qu'une lumière en astral. C'est la lumière. C'est pas l'âme. L'âme, elle n'est pas dans notre corps. C'est votre essence de vie qui se décorpore et qui part, qui retourne à la maison. Et donc on n'est qu'une lumière. Mais comme vous êtes un être humain sur Terre, vous pouvez condenser votre lumière à votre morphologie terrestre. Donc la lumière est à l'intérieur et vous construisez une enveloppe qui vous représente sur Terre. Voilà. Vous pouvez être une femme mais ressembler à Mario Kart. C'est pas un problème. Vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir de le faire. Et ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez rencontrer que des gens, que des âmes qui sont sur le même diapason énergétique que vous. C'est pour ça que des fois, vous voyez des choses avec votre conjoint ou un ami ou un groupe, vous voyez quelque chose, vous voulez le faire voir, et au moment où vous dites « mais tu le vois », personne ne voit ce que vous montrez du doigt en fait. Parce que vous êtes sur votre diapason énergétique et qu'eux ne le sont pas, donc ils sont en décalage avec vous. Et eux, ceux qu'ils vont voir, souvent, vous pourriez ne pas le voir. Donc l'astral, c'est ça aussi. Vous ne pouvez voir que des gens qui font partie de votre famille d'âme énergétique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en conscience. Vous ne pourrez pas voir autre que des gens qui font partie de votre famille d'âme. Ça, c'est le plus important. Ensuite, voilà, on voit, et cet être-là, il y a un être qui est arrivé pendant le coco. Et moi, je ne l'ai pas vu arriver, en fait. J'étais en train de regarder comme ça, et puis je vois quelque chose de fou. Je lève la tête, et je vois quelque chose d'immense, qui fait des milliers de kilomètres de haut, énorme, avec une tête fabuleuse, des lumières sur les côtés, et il a un visage où il a tous les visages de toutes ses vies antérieures à l'intérieur, incorporés. C'était extraordinaire, en fait. Vous voyagiez à l'intérieur de son visage, et il était là, et il disait « Je suis la lumière, Il a été auditionné, et il avait une mission par les guides de haut rang, donc les guides, les ministres de la source, pour que cet être-là, qui est d'une lumière divine incommensurable, vienne mettre sa lumière d'amour sur Terre pendant le coco. Et là, j'ai fait, c'est pas possible. Et d'ailleurs, sur ma carte de visite, vous avez cet être. C'est lui qu'on a mis avec Chloé. Et du coup, j'ai dit, ok, et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, dis que la lumière, elle y est sur Terre, et qu'il ne faut avoir peur de rien, il faut faire confiance au plan. Tout va bien se passer. Ceux qui doivent partir, partiront. Ceux qui se sont fait pic-pic, c'était leur karma. Les enfants, malheureusement, parce que ça aussi, on m'interdit de le dire, mais il faut le dire, c'est que, est-ce que pendant le coco, il y a eu des enfants? Ah non, il y a un enfant, je ne vais pas le dire. En tout cas, il s'est passé des choses avec des enfants qui se passent avec des adultes quand ils en ont marre de la vie. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et il y en a eu des milliers à travers la planète. Et tout le monde m'a écrit, m'a dit « Oh, c'est horrible ce qui est en train de se passer, tout ça. » Eh bien, c'était ce qu'on appelle des âmes sacrifiées. C'est-à-dire qu'ils viennent faire un aller-retour. Pour faire comprendre à l'adulte « Mais vous êtes fous, quoi. Vous acceptez ça? Mais moi, non.
Je ne suis pas venu pour le vivre. Et il partait, de la façon dont il pouvait le partir. De l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'enfants de cet âge qui pensaient à ça. Et pourtant, il y en a eu des milliers à travers la planète, pour nous court-circuiter et nous réveiller. Donc, il était très important de voir qu'on était aseptisés à ce moment-là, par les conséquences du coco, par les emmerdes, parce qu'on ne pouvait pas travailler, pas sortir, tout ça. On nous a tellement emmerdés qu'en fait, on n'a pas vu qu'on était dans la merde jusqu'au cou, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Et ils l'ont très bien fait. C'est des êtres très intelligents en face de nous. Et effectivement, vous avez raison, ce n'est pas humain de faire ça. Mais oui, c'est des êtres exogènes qui ne sont pas humains qui ont fait ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en astral, rappelez-vous, clac, clac, il y a, pendant les premières embolies pulmonaires massives, il me l'avait déjà dit que la Terre allait faire ça. Et sur Nouria TV, j'ai osé quand même élever la voix et dire à Nora, Nora, il faut quand même que je le dise, j'ai un message à faire passer, notre planète, elle va faire clac, clac. Et bien vous savez quoi? Aucune réaction. Rien, nada. Personne n'a relevé. Mais qu'est-ce qu'il veut faire comprendre avec ça? Personne n'a relevé rien. Et j'ai entendu, laisse, c'est pas grave, c'est comme ça. Les gens n'ont pas réagi. Et on l'a vécu. Alors heureusement, j'ai pu prévenir ma fille, j'ai prévenu mon ex, tout ça, mes parents, j'ai réussi en fait à un humble niveau, réussi à faire échapper à ça. Et puis il y en a qui ont réagi différemment et qui ont très bien fait et qui sont encore à l'heure actuelle de voir un effondrement de ce qui se passe de ce monde. Mais il faut comprendre qu'en astral, il m'en avait parlé. Il me l'avait dit. Donc il est très important de comprendre qu'en astral, il n'y a pas que des messages de bienveillance, il y a aussi des messages de prévention de ce qui va arriver. Et on m'avait bien prévenu. Et c'est ce qu'à l'école, c'est ce que je recevais comme message, comme quoi des choses allaient arriver, et j'osais les dire, et on m'a pris pour un fou. Donc maintenant, on peut dire les choses, et on peut clairement maintenant établir la vérité, et dire voilà, en astral, ils m'ont dit des choses. Donc ce qui est très important aussi en astral, c'est que il y a des gens qui peuvent se rencontrer en astral, se voir, se comprendre, et quand ils reviennent sur Terre, tenter de se retrouver. Et figurez-vous que Anne Gévaudan, que je connais bien, faisait ce genre de choses, et elle donnait des rendez-vous à des lieux bien précis, et tout le monde ne pouvait pas y aller. Et elle-même n'avait pas compris pourquoi. Et c'est moi qui lui ai dit, mais parce que pour aller en astral, il faut qu'on soit sur le même secteur énergétique. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, bon, c'est bateau ce que je vais dire, c'est vraiment bateau, mais dans un couple, on peut très très bien s'entendre. D'ailleurs, beaucoup de couples m'entendent quand je fais de l'écothérapie en visio, où on discute et je prends de l'énergie et que je reçois le canal et qu'on peut discuter. Donc je fais de l'écothérapie pour les couples et pour les gens seuls. Et souvent, je dis on peut rester avec quelqu'un pendant un certain temps sur Terre, d'être très heureux au début, mais vraiment très heureux, c'est merveilleux, on se découvre, hein, c'est plein de choses, c'est les voyages, c'est l'amour, c'est plein de trucs, les cadeaux, et à un moment donné, on sent que ça s'effrite, on a un enfant, on a 2 enfants, on a 3 enfants, on a un couple, on a une maison, mais ça s'effrite dans le couple, on commence à moins se parler, à moins discuter, sachez que ça, c'est juste. C'est juste, et si vous l'acceptez, vous ne serez pas malheureux du tout. Parce que c'est accepté, vous avez fait vos enfants, vous avez fait ce qu'il fallait faire, et qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait ce qu'on a fait, vous sentez que vous partez de l'autre côté, vous prenez votre chemin, et si les couples s'entendent là-dessus, pour ceux qui veulent se séparer, il y en a qui vivent toute une vie ensemble, et c'est très très bien, ils se sont trouvés, sachez que ça, c'est juste. Certains ne sont pas faits pour rester avec la même personne, la même âme toute sa vie, mais doivent avoir des enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants sont au bon endroit, dans un couple avec un tremplin qui va les emmener vers quelque part pour le monde de demain. Et ça, il faut bien comprendre tout ça. Et ça, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, bien sûr, sur Terre, c'est l'administration, c'est le divorce, c'est les crises, c'est la bagarre, c'est le déchirement, le truc. Parce qu'à l'école, on ne nous explique pas ça. Il n'y a pas de... Alors, c'est très rigolo. Il y a une école de médecine. Ah, ça, tout le monde la connaît, l'école de médecine. On sort avec un degré de savoir de médecine. Mais il n'y a pas d'école de la vie. Elle n'existe pas, cette école. Je vais vous dire, il sera peut-être temps de se lever et de dire on veut l'école de la vie et qu'on veut qu'à l'école, on nous instruise de vraies valeurs de la vie. La couture,
Oui, la couture, réfléchir par nous-mêmes, penser qu'est-ce qu'on veut être, réfléchir sur nous-mêmes, qui sommes-nous, pourquoi nous sommes là, et ainsi de suite. Et ça, c'est les vraies valeurs qu'on doit instruire. Vous voyez? Et bien ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Alors, on a un ami thérapeute qui habite en Suisse, qui est un monsieur charismatique et qui est vraiment qui a un amour. C'est une boule d'amour, pour dire une boule, c'est vraiment une boule d'amour. Et il est devenu thérapeute, en fait, il est naturopathe. Et ils viennent d'ouvrir une école en Suisse, une école, pour apprendre la naturopathie, pour apprendre à se soigner différemment, en parallèle de la médecine. Et ils sont en train de se faire, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc ils ont mis toute leur thune là-dedans, ils se battent avec ça. Et c'est d'une intelligence incroyable d'avoir la force et la conviction que ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Les gens commencent à revenir au vrai. Et en astral, il m'avait dit que, en fait, la culture, la terre, la mer, tout ça, ça va être le monde de demain. Alors c'est con de dire qu'on marche sur du vivant et qu'on prend même plus soin de se dire mais on est là parce qu'elle est là. On est là parce qu'elle est là. Si elle ne serait pas là, nous ne pourrions pas vivre. Et qu'il faut prendre soin de cette terre. Maintenant, en astral encore, parce qu'on parle de l'astral, en astral, il nous bien dit que la planète va très très bien. Le réchauffement climatique, tout ça, c'est complètement pipeau. Complètement. La Terre, elle a connu des fluctuations de chauffe, de froid, de chauffe, de froid. C'est la planète qui grandit, c'est la planète qui vit. Et ils profitent de ça pour nous faire peur. Mais on traverse des moments difficiles. Au moment où la Terre est un peu plus chaude, le temps change, les animaux changent, on perd des choses. Mais tout ça, ça revient. C'est une fluctuation, en fait. C'est un schéma naturel. C'est un schéma naturel. Il ne faut pas avoir peur. La seule peur qu'on peut avoir est la vraie peur. Figurez-vous que les seuls qui sont malades et prêts à disparaître, c'est pas la Terre. C'est l'être humain. La Terre, elle a 300 milliards d'années. Elle n'en a rien à foutre de nous. On peut mourir du jour au lendemain. Elle va continuer à vivre. Et elle sera très très bien. Et elle ira très très bien. Et il y aura de la chauffe et du froid, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se reprendre en main. Et ça, c'est la deuxième partie dans laquelle je voulais arriver, parce qu'on va commencer à parler de l'avenir de la planète et de où on va, parce que j'ai eu des messages, et je savais que j'allais faire la conférence, donc on va y arriver. Elle était là pour toi. Tu n'avais rien à lui demander. Elle était là pour toi, pour te rassurer, pour te dire tu es sur ton chemin. Tu fais ce qu'il faut en fait. Et j'ai dit, ah ok, d'accord. Et c'est là qu'ils m'ont dit, on va sur la voie christique, l'être humain va se réveiller, il y a le message de Jésus qui commence à repulser, qui commence à remonter. Les gens ne sont pas forcément plus croyants, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui est là, une boule d'énergie qui dit, on en a marre, on veut qu'on nous foute la paix, on veut vivre, on veut être heureux, on veut danser entre nous, ne jamais plus vivre à genoux. C'est la chanson. Et elle est d'actualité, mais d'une puissance dingue. Et je ne sais même pas pourquoi je la mettais pour les lives. Et maintenant, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens, en fait. Et je me dis, on y est maintenant. Et pour les gens qui se posent des questions, qu'est-ce que sera l'avenir? Comment ça se passe? Soyez créatifs. Soyez créatifs. Ouais, mais je ne sais rien faire, nanana. Soyez créatifs. C'est des artistes qui créent le monde de demain. Voilà pourquoi c'est le 9e art et qu'il est très mal payé. Et qu'on n'y arrive pas à joindre les deux bouts, d'être debout et de joindre les deux bouts. On n'y arrive pas. Mais en fait, on commence à comprendre que les artistes sont les seuls à pouvoir voyager, créer des mondes, créer la mode, créer le... vous voyez que les voitures, à l'heure actuelle, elles se ressemblent tous. Il n'y a plus de différence. Avant, dans les années 60, les voitures avaient des carrosseries, ils avaient de la forme, ils avaient de la beauté, on aimait ces voitures-là, on les chuchotait. Maintenant, on n'a même plus envie de chuchoter notre bagnole. Elle nous parle déjà, la voiture. Vous pétez, hop, elle ouvre les fenêtres, la pété. Je veux dire, on est vraiment dans un handbike géant qui roule sur des roues. C'est du grand n'importe quoi. Vous voyez? Alors qu'une voiture ancienne, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas les anciens de comprendre, c'est que quand on tombait en panne avec la voiture où elle toussait et qu'elle ne voulait pas le voir, non, ne tombe pas en panne maintenant, pas en panne, et hop, elle repartait. Et il y avait quelque chose de magique avec ces voitures-là. Vraiment, je le pense, vraiment, il y avait un truc. Et maintenant, l'électronique a tout cassé. On n'a plus accès à rien. Donc, et ça, c'est pas le monde de demain.
C'est pas du tout le monde de demain. Et les créateurs, les créateurs de design de voitures et autres, sont en train, au Détroit, dans la ville de Détroit aux États-Unis, de faire remarcher les hauts fourneaux. Et ils sont en train de faire plus de 3000 voitures à essence et diesel actuellement par jour. Donc dites-vous bien que le tout électrique ne peut pas fonctionner pour quelle raison? C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de matières premières pour faire rouler des voitures électriques pour le monde entier, pour que tout le monde ait une voiture. C'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc on me pose des questions et en astral on me donne des réponses. Et j'ai demandé, mais alors on va où avec la planète? Parce que comment on commence à se poser des questions et tout ça. Et en fait ils m'ont dit, ça va très bien, faites confiance au plan. Faites confiance au plan. Pourquoi? Parce que de toute façon on n'a pas le choix vraiment là. C'est où ça passe, où ça casse. On a voulu se sentir fort, on a voulu se sentir debout, on a voulu être des bonhommes, et vous voyez bien qu'en face de nous, ils avaient quelque chose de bien plus puissant que ça, qu'on n'a pas vu arriver en fait. Personne ne l'a vu arriver, personne. Et vous savez depuis quand que le coco a vraiment commencé? 1980. Depuis 1980. C'est-à-dire qu'en 1980, la belle-mère Elisabeth, voilà, elle devait lire une note disant qu'on rentrait en guerre nucléaire. Avec qui, à votre avis? La bonne Russie, encore une fois. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, elle n'a pas pu lire. On lui a dit de ne pas le lire, de ne pas interférer. Et donc, qu'est-ce qu'on nous a donné en 1980? Du vin, des jeux, de l'amusement, des danses. Et pendant qu'on dansait, ils écrivaient notre histoire derrière. Et on ne l'a pas vu arriver. Mais il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre du christique. Et quand on dit faire confiance au plan, c'est pas que le plan des patriotes. Hein. Il a un plan. Et on devait passer par là. Il y a un tri qui devait se faire. C'est naturel. Et si c'était la France qui devait demain mourir, ce serait juste, ce serait normal. C'est comme ça doit se passer comme ça. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on est en train de passer à autre chose. Alors on parle encore du coco, parce que quand même c'est un marqueur assez fort, mais on est en train de passer à autre chose, qui va être une ouverture tridimensionnelle. Tridimensionnelle. On ne sait même pas, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, parce que dans 300 ans d'humanité, c'est la première fois où on va vous enlever les chaînes et qu'on va pouvoir être qui on a envie d'être. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Le grand patronat, par exemple, n'aura plus de mainmise. Il va y avoir un lâcher-prise là-dessus aussi. Alors, pour ceux qui veulent travailler, ça sera du volontariat dans la suite. Dans la suite qui est en train d'arriver là. Ça sera du volontariat. Ceux qui ne veulent pas travailler ne travailleront pas, mais auront une certaine somme d'argent qui tombera par mois, ou même avant, sur les comptes en banque. Il faut savoir que l'unité quantique, qui est depuis très longtemps en fonction, à tous ceux qui ont des comptes en banque dans le monde entier, est pris dans sa mémoire. Elle sait très bien ce que nous dépensons, ce que nous avons, ce qu'on nous a pris, et ce que nos parents ont payé en impôts, les grands-pères ont payé en impôts, les maisons, les structures de crédit, tout ça, elle a tout en fait. Elle a tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les patriotes? C'est qu'ils ont récupéré toute l'or qui nous a été volé depuis des milliers d'années. Notre humanité elle a 300 ans, mais ça fait bien plus longtemps qu'on nous vole en fait. Et là, ils ont tout récupéré. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répartir les valeurs, en fait, dans le monde entier. Et donc, d'après ce que j'ai entendu, d'après l'analyse qu'il y a eu de tout cela, il y aurait, en fait, une somme d'argent qui tomberait dans les comptes en banque de chacun des êtres humains. Même le dernier pecno, tout au fond des Indes, touchera de toute façon son héritage de ce qu'on lui a volé. Donc, après, tous ceux qui voudront travailler, ça sera du volontariat. Ils iront travailler, moi j'irai travailler parce que j'aime ce que je fais dans l'artistique. Donc j'irai travailler. Mais si j'ai assez d'argent qui me tombe dessus, je ne demanderai pas forcément plus d'argent pour créer de la beauté et puis de l'offrir, tout simplement. Parce que ça fait partie de ce monde aussi, qui est en train d'arriver. Donc en fait, en astral, je ramène des messages.
depuis très très longtemps, je ramène des messages. Et à chaque fois, quand je ramène des messages, je les donne à la voix off, qui fait les recherches, et on voit comme ça si... Je reste quand même quelqu'un sur Terre. Et j'aimerais ramener les vérités, et surtout ramener ce qui pourrait prouver ce que je vous dis. Donc, on vérifie le mot, que je ne connais pas. Scalaire, je ne connaissais pas. J'ai été soigné par le scalaire quand j'ai fait mon embolie pulmonaire massive. J'ai été sauvé pour ça. Donc, scalaire, je ne connaissais pas. Ça nous a ouvert la voie sur la médecine scalaire qui est gérée, et depuis très 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 longtemps, par les Russes, tout simplement. Donc, le scalaire, c'est des ondes. C'est des ondes qui viennent en fait de la création, qui a créé toute vie dans l'univers, et qui lui traverse tous les jours, et qu'on reçoit. Et quand, à cause de cette saloperie de médecine, on est malade, parce que cette médecine nous rend malade, il faut savoir que la médecine est née, et tout de suite derrière, il y a eu le complément pour soigner. Il faut bien comprendre le truc, d'accord. Et du coup, quand on est malade, quand on a un cancer, et moi je vous l'ai dit, on n'a pas de cancer de cœur, ça n'existe pas, donc c'est quand même très parlant. Quand on est malade et qu'on va pas bien, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des machines où on se met à l'intérieur et ils envoient des pulsations. En fait, ils récupèrent de l'énergie scalaire, ils l'emmagasinent et ils envoient en fait beaucoup plus de scalaire. Et en fait, le mal disparaît, tout simplement. Parce que c'est une énergie de vie christique, le scalaire. Donc, ça nous a ouvert la voie à cela. On en a parlé souvent, on en parle avec nos amis qui est thérapeute, naturopathe. Et du coup, elle a acheté une petite machine, lui, il s'est renseigné de ça. Voilà, donc on aide en fait les thérapeutes en tout cas, j'aide les thérapeutes, malgré moi, avec les messages que je reçois. Donc je ne me mets pas en avant. Je sais très bien que si j'ai plus d'astral demain, je ne peux pas aller plus loin. Donc, en fait, elle est peut-être là, pas ma mission, mais en tout cas, ce que je dois apporter à mon humble niveau sur Terre, c'est à partir de là. Et après, il y a j'ai eu des messages qui correspondaient avec les recherches de Nassim Haramein. Oui. Donc, je vais dedans, on parle de Nassim Haramein, je me renseigne, on regarde, c'est quelqu'un d'un peu foufou qui faisait du surf, qui pourrait être prix Nobel avec ce qu'il est en train de faire et tout ça, et on rentre là-dedans. Et je reçois un autre message avec, en fait, le système solaire, comment il est créé. Après, contre toute attente, j'apprends qu'il n'y a pas de gravité. Alors là, bien sûr, tout le monde m'est tombé dessus. La gravité n'existe pas. Et là, il faut l'expliquer. Il faut dire pourquoi je dis ça, les preuves et tout ça. Donc on a recherché, on a trouvé des vidéos, des scientifiques commencent à revenir sur la gravité. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de revenir là-dessus. Et c'est des messages que j'ai eus, en fait, tout simplement. Après, par exemple, je dis que le soleil est froid. Alors là, il faut vraiment l'enfermer, en fait. Il faut vraiment l'enfermer, parce que quand on est au sol, quand on travaille dans les champs, et que le cagnard il tape bien, je peux vous dire que lui, il est là pour dire, écoute, le soleil, il est chaud aujourd'hui. Tu vois? Mais le soleil, il est froid. Qu'est-ce qui fait qu'on a chaud et qu'on grille? C'est toutes les couches qu'il traverse pour nous arriver. Et donc, ces rayons se chauffent, prennent la vie, prennent toutes les substances de la vie qui donnent la vie aux arbres et à tout le monde, et aux êtres humains, et du coup, on vit grâce au soleil. Mais si le soleil était vraiment si chaud que ça, plus on s'approcherait du soleil, plus on grillerait. Il y a des légendes avec quelqu'un qui a voulu voler si près du soleil, qui s'est grillé les ailes. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous regardez bien la réalité des faits, quand vous montez en altitude, vous avez de plus en plus froid, il y a des neiges éternelles, et plus vous montez en altitude, vous avez froid. Et plus vous vous rapprochez du soleil, vous avez froid. Et ça, c'est la réalité. Je ne l'invente pas. C'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde pourra vous en parler. Les ailes des avions, elles sont gelées quand vous êtes au hublot et que vous regardez. Et pourtant, on se rapproche du soleil, on est vraiment en altitude, au-dessus des nuages. C'est qu'au sol qu'on grille. Et c'est pas en altitude. Et donc, en Astral, ils m'ont dit que le soleil, il était froid. Et d'ailleurs, encore une preuve, c'est qu'un scientifique a été dans mon sens, et j'en suis content, alors je ne le connais pas, c'est un Américain,
qui a observé les soi-disant comètes qui passent à quelques milliers d'années de kilomètres du Soleil. Et c'est en fait des blocs de glace. Et quand on passe à côté du Soleil, ils devraient disparaître, ils devraient fondre complètement. Et qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on voit? Une grande queue de comète, et elle traverse, elle passe devant le Soleil, et elle ne disparaît pas. Et il a dit, là je me pose des questions. Et donc j'apprends beaucoup de choses comme ça, et je l'amène petit à petit. Et donc, automatiquement, ça remue un peu les historiens, ça remue les gens qui sont terre à terre, qui vivent. Et d'ailleurs, il y a même des thérapeutes qui étaient contre, et qui ne comprenaient pas ce que je racontais, et qui ont fait leurs propres recherches, et qui ont fini par dire, c'est un peu comme la Terre plate. Il y a des globulistes pour la Terre ronde, et il y a des platistes. Mais la Terre n'est ni plate ni ronde. Il faut bien en parler à un moment donné. Même si à chaque fois, la dernière fois j'ai fait toute une conférence sur les extraterrestres, les exogènes, et ainsi de suite, et quelqu'un a osé me demander, mais qu'est-ce que tu penses de la Terre? Quelle forme elle a? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est ronde? Je fais, écoute, là je pense que je vais faire fuir tout le monde, et ça n'a pas loupé. Ah, ça n'a pas loupé. Tout le monde s'est levé, tout le monde s'est barré, il est fou, voilà, ainsi de suite. En fait, la Terre elle est ni ronde ni plate. Encore une fois, je vous ai raconté l'histoire du ballon de baudruche que vous gonflez. Tout est là, en fait. Nous vivons dans un cercle immuable où tout s'organise. Nous sommes dans un zoo qui est plat comme un terrain de foot. Mais je ne vous ai jamais dit que le reste n'était pas plus ou moins ovale ou rond. Je vous dis que où on vit, c'est plat. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a un aviateur, un pilote de ligne, qui a fait son taf. C'est-à-dire qu'il a scotché un niveau à bulles sur son hublot, et il l'a filmé, et il l'a tracé jusqu'en Australie. Pas une seule fois la bulle a été ou à droite ou à gauche. Pas une fois. Et Chloé a dit quelque chose de très juste, et là je vais parler aux marins, je pense qu'ils vont savoir de quoi je parle. Il y a un très grand secret au niveau de la marine, c'est-à-dire qu'avec la marine, en tout cas avec les bateaux, le Vendée Globe, ça s'appelle? Oui. Ouais. Et en fait, il y a un gars du Vendée Globe qui a expliqué sur le plateau de LCI, je crois, qu'en fait, on lui demandait de toujours aller vers la gauche, de ne pas aller à un certain endroit, sinon il était disqualifié à vie. Il n'a pas le droit d'aller à un certain endroit. Il doit suivre, en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, une ligne, le tracé, en tous les cas, du Vendée Globe, il doit le suivre à la lettre, et il a tous les instruments pour ça. Donc si ce dévie qui fait autrement, il est puni. Il est puni. Et il explique ça, ce LCI. C'est quand même pas moi qui l'ai inventé, il le dit. Et là, lui, il se pose des questions. Pourquoi? Alors que s'il passait par là, ça aurait été plus vite, plus droit. Bon, je ne suis pas un marin, mais à un moment donné, on se pose des questions. On est toujours en train de véhiculer, de flotter, d'avancer sur un territoire. Jamais on arrive à se rapprocher de ce fameux mur de glace. On n'arrive pas à aller à certains pôles de la planète. On nous l'interdit. Donc ça pose encore une fois question. Et là, il y a un marin qui a parlé et il s'est fait disqualifier et je crois qu'il ne peut plus voguer en fait parce qu'il a dit des choses. Il a dit, dernièrement, on a vu une vidéo avec Buzz Aldrin. Je crois que c'est quand même les 3 astronautes qui ont été sur la Lune. En fait, il y a une petite fille qui a 7 ans qui pose la question pendant le reportage et puis lui fait dit est-ce qu'on a été sur la Lune ou comment on a été sur la Lune? Et Aldrin, il la regarde et c'est filmé, bordel. C'est en noir et blanc et c'est filmé. Il lui dit on peut pas y aller parce qu'on n'y a jamais été. Et il le dit, c'est un reportage, c'est filmé, c'est factuel. Il le dit. Donc vous voyez bien qu'il y a encore des secrets, il y a de la cacheterie derrière tout ça, du mensonge. C'est très, très, très difficile à l'accepter pour celui qui... pour un fermier qui est dans les terres, pour un marin, pour un soldat, pour tout ça. C'est très difficile en fait pour un pilote de ligne à qui on demande à ce qu'ils se taisent, autant sur les ovnis, les apparitions, les choses comme ça. On leur dit de se taire. Il y a une interdiction, sinon ils ne peuvent plus voler. Donc il y a quelque chose qui est en train de sortir, et en astral, ils me disent bien que tout ça, c'est en train de
partir à volo, que les vérités vont sortir, que ça va exploser et que ça va en chahuter plus d'un où justement ils sont ancrés dans leur intérieur, dans ce qu'ils savent faire de mieux. Et maintenant on dit qu'on va aller sur Mars. Oui, alors, on n'ira jamais dans l'espace. Jamais. Je l'ai dit hier, on n'ira jamais dans l'espace. On n'a jamais été sur la Lune. Jamais, jamais. Par exemple, mais il y a les preuves à l'appui. Moi, je ne peux que appuyer les preuves scientifiques qui sont en train de sortir à l'heure actuelle. Ils sont en train de le dire, on ne peut pas aller dans l'espace. Il y a un dôme au-dessus de nous. D'ailleurs, quand il y a un arc-en-ciel, il n'est pas carré. Le dôme, il est là pour nous protéger. Oui, le dôme. Voilà. Nous empêcher de... En fait, l'espace n'est pas vide, il est plein. C'est pas une eau, c'est plutôt un plasma. Et d'ailleurs, la preuve, elle en est, qui est scientifique encore une fois, parce que j'ai fait pas mal de recherches pour étayer mes thèses. C'est-à-dire que, je l'ai dit hier, il a pris un caisson de décompression, il a mis une bougie, il l'a allumée. Une fois qu'il a décompressé, il a allumé la bougie, en fait, elle ne s'est jamais allumée, parce qu'il n'y a pas d'air. Elle ne peut pas prendre, la bougie. Et quand vous regardez des films de science-fiction ou autres, ils ont des réacteurs dans l'espace, et ils voguent. Et après, il prend une plume, il la met à l'intérieur, il met un ventilo à l'électrique, il referme, il décompresse, et il allume le ventilo. Et la vidéo, elle est là, hein. Il allume le ventilo. À votre avis, la plume devant le ventilo, elle fait quoi? Elle ne bouge pas d'un iota. Pas d'air, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, on ne peut rien faire contre une décompression, en fait. Et quand on parle qu'il n'y a pas de gravité, par contre, il y a une pression. C'est-à-dire, si je fais 300 kg, je tombe plus vite que vous. Que si la gravité était réelle, on tomberait tous un peu au même rythme, même si vous faites 300 kg. Une tonne de plume équivaut à une tonne de fer. C'est pareil. Et devrait tomber au même moment, au même endroit, alors que non, ils n'arrivent pas au même endroit, au même moment, c'est faux. Donc il y a une pression, en fait. Mais vous savez, même moi, ça me remet en question, je me pose des questions sur tout ça. L'astral, toutes les enquêtes que je fais, il faut que je les ramène, il faut que je parle. Je ne suis pas un clown de service. Je veux dire, vous allez sur Internet, vous trouvez les réponses. Il ne faut pas me suivre, moi. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et c'est le plus important, c'est que je vous mette une petite lumière dans l'esprit. Et d'un seul coup, je vais quand même faire des recherches sur ce que Gundal a dit, parce que ça avait l'air pas trop con. Ça se tient, en fait, plus ou moins. Je vais voir, je vais faire. Et puis d'un seul coup, vous tirez la petite pelote de laine. Et puis vous allez encore un peu plus loin. Puis vous trouvez des gens qui commencent à dire la vérité. Et puis vous allez encore plus loin et vous trouvez des groupes qui disent la vérité. Et là, vous vous renseignez des groupes et vous savez que c'est des scientifiques. Et même, il y a même un scientifique du CNRS qui s'est fait virer, qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Hein? Donc on l'a éjecté complètement, on l'a mis à part. Et pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. La gravité n'existe pas. Jean-Pierre Petit le dit. L'antigravité n'existe pas. Ce n'est pas l'avenir. Les voitures volantes n'existeront pas avec l'antigravité. Et donc, du coup, il a été viré. Ben, bien sûr. Donc, tout est lié, en fait. Et en astral, ils n'arrêtent pas de me dire que tout va commencer à sortir et que malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui sont éveillés, qui sont réveillés, qui ont le cœur ouvert, mais ils ne vont pas pouvoir adhérer à cette vérité qui remet tout en question. Parce que d'un coup, vous allez dire, oh ben merde, du coup, ben, comme mon père m'a dit, donc ma vie a servi à rien, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Ben ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'une maison montée en briques et en parpaing et en béton armé, ça ne coûte rien en réalité. Et on vous la vend 300 000 €. Et vous prenez un crédit sur 50 ans. Tout ça, c'est voulu. Il commence à parler des intraterrestres. Il commence seulement, alors qu'avec la voix off, on en parle dans les lives tout le temps depuis le début. On en a toujours parlé, on a toujours ouvert la brèche. Et voilà seulement maintenant. Oui, parce que je voulais dire, comme tu disais, on n'est pas allé sur Mars, on veut découvrir plein d'autres mondes, mais on ne connaît même pas notre planète. On ne connaît rien de notre belle planète, en fait. C'est vrai. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que la voix off elle dit. Cousteau, avant de mourir, il a dit qu'il avait été en Afrique, dans le continent africain. Je crois que c'est au Cameroun, je crois, ou je dis une bêtise sûrement. Il faudra la retrouver sur Internet. Pourquoi? C'était sur quoi Atlantique. Cousteau, c'était sur les fonds marins sur le continent africain. Donc ça, c'était à Djibouti, dans le Goubet d'Al-Karab.
Peut-être, ouais. Sûr. Et donc, du coup, il y a été. Merci. Et du coup, il y a été. Et ce qu'il a dit a surpris le monde entier. Et très peu sont au courant. C'est-à-dire qu'il a été effrayé par il a vu quelque chose qui l'a effrayé. Il est remonté à la surface. Et il a dit, il y a tout un monde vivant en dessous. Et ce n'est pas des animaux. C'est gigantesque, sa vie. Et lui, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, je pense que c'est un portail vers un autre monde qu'il a vu. Et il est remonté avec ça et il l'a dit. Eh bien, figurez-vous que autant que Cousteau était Cousteau reconnu, avec Acalypso, tu dégages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cousteau est mort quelques temps après. Ah oui, c'est fou. Et je peux vous dire que Cousteau, excuse-moi du peu, c'était un sacré marin quand même. Ben oui. Hein, il a vécu des trucs, le bonnet rouge, il a été sur toute la planète. Hein. C'est lui qui a mis au moins les bouteilles pour la plongée. Dans les coins qu'on a autorisé à Cousteau d'aller. Parce qu'encore une fois, si vous regardez toutes les... Et j'ai regardé, justement, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé toutes les éditions de Cousteau, je peux vous dire qu'il y a des coins de la planète où il n'en parle pas, il n'a jamais été. Donc on lui interdisait bien de ne pas y aller. C'est ça. Mais à côté de ça, il nous a fait découvrir tous les fonds marins, et c'était un sacré marin, je peux vous le dire. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que tu peux en parler, parce que toi, tu es dans la marine, je crois. Est-ce que c'est vrai, et ça, je ne sais pas, donc je pose la question, vous voyez, comme quoi, je ne peux pas tout savoir, est-ce qu'on peut s'orienter dans le désert avec les connaissances de la marine? Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Avec les connaissances astrales. Ok, d'accord. Ok, donc ça c'était important parce que j'ai posé la question en astral, mais je n'ai pas eu la réponse. Voilà, je l'ai terresтрement. Donc comme quoi, on a les bonnes âmes au bon moment. Voilà, merci. Je l'ai fait, on a pratiqué, j'ai fait beaucoup de désert, donc... Voilà, on est d'accord. Super. Donc, voilà, donc ce qui est important, c'est l'intraterrestre. Il se passe qu'actuellement, bon, je vous l'ai dit hier, mais il y en a qui n'étaient pas là, présents, donc je vais le répéter. Poutine a déclaré dernièrement qu'il avait découvert une cavité dans la Terre, au fond de la Terre, qui peut permettre à plusieurs Boeing de voler et d'atterrir et de tourner. Genre, ils viennent de le découvrir. Genre, ils viennent de le découvrir. On n'est pas des crétins, en tout cas on ne l'est plus comme on l'était avant. On a évolué, on a grandi. On s'est ouvert. On a appris. On apprend de nos erreurs. On nous aura... Là, ils veulent refaire le truc avec une pandémie. Hein. Ils reviennent. Hein. Donc, forcément, celui qui voudra, il le fera. Celui qui ne voudra pas, il ne le fera pas. C'est le destin. C'est votre chemin de vie. C'est à vous de voir. Maintenant, Poutine il parle de ça. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'en fait, on est en train de découvrir qu'il y a des gens, des êtres qui vivent en intraterre et qui sont parmi nous, qui remontent à la surface, qui redescendent et qui vivent, et qui ont des monopoles, des villes entières. Et qui c'est qui vit dans certaines villes entières? C'est les élites. Et de quoi vivent les élites? Avec l'énergie gratuite, énergétique éthérée. Et nous, on n'y a pas le droit. Nous, on doit payer le droit de vivre. Le fluide. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Toute notre vie, on ne fait que ça. Et en dessous, on découvre, et Poutine, il vient d'en parler, donc les États-Unis commencent aussi à en parler, je pense que c'est sous l'aéroport, il y a un aéroport satanique, et en dessous, il y aurait une ville. Denver, c'est ça, l'aéroport de Denver. Donc là, Trump, il est en train d'en parler sévèrement. Voilà, en fait, ils sont en train de virer toutes les élites, et les élites vont devoir aller dans les cages qu'ils ont construites, là, alligator. Et du coup, j'ai posé la question en astral. Ça veut dire qu'il y a des êtres intraterres qu'on ne voit pas, mais qui vivent là, et qui sont ultra élevés, en fait, en conscience, en supraconscience. Et je pense sérieusement, parce que l'astral ne me l'a pas dit ouvertement, encore une fois, mais m'a dit, faites confiance au plan, les ouvertures, vous y aurez droit. On aura le droit aux ouvertures. Donc, pour moi, j'espère que de mon vivant, de notre grand âge, on pourrait visiter ces grandes villes et y vivre. Tout simplement. Donc ceux qui voudront vivre en intraterre avec les êtres pourront le faire. Je pense qu'il y a une
coaddition, en tout cas il y a une fusion qui est en train de se faire, et s'il commence à lâcher du lest sur ces villes intra-terres, c'est que c'est en train de se faire. Et puis, j'irai même plus loin que ça, c'est qu'à partir de quand Trump, Poutine, Xi, la Chine, tout ça, à partir de quand ils vous disent quelque chose, c'est que c'est déjà fait. Parce qu'ils ne peuvent pas se planter. S'ils vous disent, ça va arriver, on est en train de le faire, et qu'ils n'y arrivent pas, je peux vous dire que le monde entier va pas apprécier, va dire, ah mais j'en étais sûr, c'est des mensonges, on ne va pas y arriver. Donc, ils vous disent des choses, et dites-vous que ces choses-là, elles sont faites depuis plus d'un an. Plus d'un an. Donc, il faut bien maintenant être en conscience que tout ce qu'on nous dit, eh ben, c'est déjà fait en fait. Et un jour, il y a une dame qui fait, comment dire, qui a un site internet et puis une chaîne YouTube qui s'appelle La Route de la Joie, que je vous conseille. C'est vraiment une vraie journaliste et qui se balade avec sa roulotte et qui se balade à travers toute la France et qui est vraiment dans la joie. Elle veut la joie, être heureux. Et un jour, elle nous a invités à la ville de Pinsec, comment dire, en Suisse. Donc on y est allé. Et là, on a mangé ensemble. Et elle m'a posé la question. Et Gundal, écoute, t'arrêtes pas de dire que le masque va tomber, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je vois que l'être humain, en fait, on est tous toujours en train de porter le masque. Quand ça va s'arrêter? Moi, j'ai dit, écoute, le Covid n'a même pas commencé, que c'était déjà fini. Mais l'être humain, il est long à la détente, parce que ce qu'on a connu là, on ne l'a jamais connu. On ne l'avait jamais autant fait à l'envers. Donc, on a mis du temps à se lever. D'ailleurs, je suis le premier à dire que quand ça a débuté, je me suis dit, attends, là, il se passe quelque chose. Là c'est grave. J'ai dit ça à ma fille, c'est grave, là, il se passe quelque chose. Là, il y a un truc de grave qui est en train d'arriver. On en parlait partout, comme Tour Center, on en parlait partout. Et après, je suis revenu à l'armée. Et je me suis dit, mais merde, c'est vrai que quand il se passait des choses avec une bactérie dans un village, il y avait des hommes habillés tout en blanc, qui aspergeaient partout, qui mettaient tout le monde en quarantaine, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a été enfermés chez soi avec notre propre virus, soi-disant qu'on l'a transmis à tout le monde. Donc déjà, je peux vous dire que dès que ça a commencé, c'était déjà fini en fait. Les patriotes étaient déjà aux commandes, mais on ne les a pas entendus. Trump, le gros porc, comme beaucoup l'appellent, eh ben, il l'a dit. Ceux qui veulent faire le pique-pique, ils le font. Ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. C'est votre décision. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, parce que lui, il est pour le plan divin, qui est la parole au peuple. Chacun fait en sa conscience ce qu'il veut. Donc, il n'allait certainement pas vous dire, ne faites pas ça, vous allez tous mourir. Il a dit, attention, il y a danger, mais vous faites comme vous voulez. Vous voulez pas, vous ne le faites pas. Mais vous ne serez pas rejeté pour ça. Voilà. Et juste après, en astral, ils m'ont dit que le cancer allait s'arrêter sur Terre. C'est ce qu'on m'a dit. Le cancer allait s'arrêter sur Terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mois qui a suivi ce qu'en astral on m'a dit, Poutine a fait voir une fiole et il a dit il n'y aura plus de cancer en Russie. Et il l'a fait. Et il l'a dit devant tout le monde. Et j'ai fait des recherches quand même, parce que je ne suis pas prêt non plus à croire tout et n'importe quoi. J'ai fait des recherches et j'ai appris qu'en fait, la fille de Poutine travaille depuis toujours dans la recherche cancer. Et qu'elle était protégée par monsieur, et que tout avance tout doucement, et qu'ils ont la protéine qui soigne tous les cancers. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a un effondrement du cancer en Russie, et tout ce qui est en radiation, c'est-à-dire les fours et micro-ondes et tout ça, commence à être démantelé en Russie. Oui, il serait temps. J'ai envie d'apprendre quelque chose qui est quand même très important et qu'il faut prendre aussi en supraconscience. C'est que l'Europe, à l'heure actuelle, et dont la France, surtout la France, nous sommes sous la tutelle des Russes. Il ne faut pas rêver. C'est certainement pas le gouvernement français et Bruxelles qui sont aux manettes. C'est certainement pas eux. Et malheureusement, ne pensez pas que la Russie avait la France. Elle n'en a rien à battre. La France, c'est quoi? C'est rien au milieu de la Russie. Lui, il veut juste libérer. Et d'ailleurs, il vient de le dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, maintenant, je m'attaque à la France. Voilà. Poutine l'a dit. Maintenant, je m'attaque à la France. Mais maintenant, Poutine, maintenant que le monde entier l'a entendu pendant des mois et des mois, il peut se permettre de dire, maintenant, nous allons attaquer la France. Mais il n'a pas dit le monde, ni les États-Unis, ni rien. Il a bien parlé que de la France. Parce que c'est
une terre christique où Marie et Jésus sont arrivés. Où, ben justement, je vais parler un peu de la Bretagne. La Bretagne est une terre méga christique, tellurique, qui a énormément de pouvoir parce que ben voilà, Jésus a frôlé, a marché, il y a quelque chose de très très fort. Quand vous rentrez en Bretagne, vous sentez que vous êtes... C'est con ce que je veux dire, hein. Mais pour moi, la Bretagne, c'est pas la France. C'est un autre univers en fait. On rentre dans une bulle protégée par les Bretons, les chapeaux rouges, les bérets rouges, je sais pas comment ils appellent les bérets rouges. Venez. Les bérets rouges. Voilà, on s'entend là-dessus. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en fait, la Bretagne, elle est... Ça, je vais le dire parce que je le pense réellement, c'est une certitude. Je pense que la Bretagne est l'avenir de la France, avec la Savoie. D'accord. Ouais, c'est un Breton qui va dire non. Voilà, c'est ça. La Bretagne, c'est la terre de Marie. Oui, monsieur. La Savoie, la Haute-Savoie, le seul problème, nous on y a vécu pendant plusieurs années. Et on est venu en Bretagne en début d'année l'année dernière. Le problème de la Haute-Savoie pour l'instant, c'est le CERN. Ah oui. Oui, d'accord. Et nous, on est partis, parce que là, on est partis en vacances en Haute-Savoie il y a 2 semaines. On ne peut plus vivre là-bas. Ça devient... On a la tête qui explose, quoi. Exactement. Et ici, on habite à côté de Lorient. On revit dans un lieu, c'est notre pèlerinage total. Je suis d'accord. C'est vrai que le CERN, justement, il est pris en main, le CERN, par les patriotes depuis très peu de temps. C'est quoi le CERN? C'est une expérimentation. C'est un colonisateur, en fait, qui fait se coloniser des particules pour rechercher la particule de Dieu, celle de toute vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait tourner ça à une telle vitesse qu'ils ont ouvert des vortex et qu'à l'heure actuelle, il y a 3 agents qui travaillaient au CERN, il y a une porte qui s'est ouverte, une brèche qui s'est ouverte avec beaucoup de témoins, et ces 3 agents ont disparu dans la brèche, ont été aspirés dans la brèche. Et depuis, ils leur mettent à manger, tout ça, pour un cas où ils reviendraient. Ils ne reviendront plus. Ils ont été... Voilà, c'est fini. En fait, le CERN est vraiment quelque chose de très diabolique. Hein. Oui. Le beau portail, les particules, quand elles se collent, forment un trou noir, ce qu'on peut appeler l'antimatériel. Voilà, l'antimatière. Et c'est pour ça que ça disparaisse, la Terre. Menton. Le menton. Exactement. L'anti quoi? Quelqu'un Oui, là. Quelqu'un qui veut parler là. Oh là là, toi c'est micro. Ça veut dire que si on vole au-dessus des nuages, par exemple en avion, est-ce que le soleil est au-dessus de nous ou en dessous de nous? Ah, ça c'est la bonne question. Alors bon, on va plus parler du CERN parce qu'on a compris que c'était diabolique et que c'était quelque chose qui était fourmenté et créé de toutes pièces pour justement créer une nouvelle humanité, un nouveau monde en fait dans notre monde. Il y a un pilote de ligne, encore un, qui a fait voir une vidéo dernièrement que j'ai vue et qui, excusez-moi, m'a troué le cul. En fait, il vole, il est en vol, il est tranquille, et il dit à son copilote, attends, je vais filmer pour le faire voir au monde entier. On l'entend, il le dit, et il filme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil dans les nuages. La vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet. Hein. Le soleil est dans les nuages, et lui, il dit, il est peut-être temps de dire aux gens que le soleil n'est pas des milliers d'années-lumière de la Terre. Le soleil est beaucoup plus proche qu'on ne le pense, et il est sous notre dôme. Il n'est pas au-dessus du dôme. Et... Comment? C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Oui, c'est l'apparition de... Oui, complètement. Et du coup, je pense qu'il vole plus. Il a été arrêté. Voilà. Mais cette vidéo, encore une fois, elle va vraiment... Écoutez-moi, j'ai même encore du mal, quand j'ai vu la vidéo, je l'ai vue en boucle, pour essayer de voir si c'était pas la IA, si c'était pas un montage, quelque chose. Je peux vous assurer que les commentaires en dessous, ils ont fusé, avec d'autres pilotes qui ont témoigné qu'effectivement, c'était vrai, et qu'il était temps de dire la vérité. Et je reste malgré tout hyper étonné.
Pourtant, je suis ouvert d'esprit, voilà. Mais je reste quand même hyper étonné. Et en fait, on voit le soleil sous les nuages. Et lui, il est là, il vole. Et je me dis, là, il y a quelque chose. Donc je suis en train de creuser le truc, donc c'est tout frais, mais je suis en train de creuser le bébé. Je vais certainement en parler avec des pilotes que je connais qui sont des petits loups, justement, et qui commencent à dire la vérité. Donc dans les petits loups, vous allez commencer, dans les commentaires, vous allez commencer à avoir des pilotes de ligne et des trucs qui vont commencer à dire des choses. Donc adieu peut-être ma chaîne YouTube, mais bon, à un moment donné, il faut dire des choses. Voilà. Et donc, voilà, on est en train de creuser le truc, mais c'est très étonnant que d'autres pilotes disent la même chose. Le soleil, on vole à côté. Mais ça veut dire quoi, en fait? Alors, si le soleil était vraiment chaud, il cramerait. Et qu'est-ce que c'est que les comètes et que ce soleil qu'on nous fait voir dans l'espace? Par exemple, il y a en astral encore, puisqu'on parle de l'astral, il m'avait dit, il y a une preuve toute simple pour faire voir que les satellites n'existent pas. Il n'y a aucun satellite, il n'y a pas de satellite. Ça n'existe pas. Et j'ai dit, ah quand même, là, tu vas fort. Il faut m'expliquer le truc. Il fait, quand vous regardez la NASA, la station spatiale orbitale internationale, je ne sais pas comment là. On voit pas les étoiles. Mir, oui. Ouais, On voit pas les étoiles. Quand vous la regardez et qu'elle est filmée, déjà on peut se poser la question, qui filme Mir? Exactement. Déjà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, et ça je l'avais pas vu, j'avais pas tilté en fait, et j'ai re-regardé les images. Vous ne voyez aucun satellite qui voltige autour de la Terre, qui est aussi rond qu'une couille de taureau. Ça tourne, et il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucun satellite qui tourne autour. Donc ça pose question en fait. Ça c'est vraiment étonnant. Et donc du coup je me suis dit, il n'y a pas de satellite. Et j'ai fait un essai, en fait, je n'ai même pas fait un essai, j'ai voulu vérifier le truc, et j'ai vu le GPS. Et c'est vrai que des fois, les GPS, on ne le capte plus. Quand on est sous les arbres, quand on est entre des rochers, dans un trou. Alors que si c'était au-dessus, il n'y aura aucun problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Elon Musk, il a dit la vérité. Il a dit, j'envoie mes petits satellites avec des ballons. Avec des ballons. Il n'envoie pas ses satellites dans l'espace. Avec des ballons. Et il capte. Et on capte Internet, comme ça. Et en aucun cas, il a dit, je l'envoie dans l'espace. Et quand il a dit qu'il allait aller sur Mars, c'était du gros pipeau, ça a un effet, tout simplement parce qu'il voulait couper l'air sous le pied de l'état profond qui devait faire une annonce. Comme quoi il voulait retourner sur la Lune, construire sur la Lune avec des... Alors, bon, je vous le dis parce que vous n'êtes pas tous au courant, mais en tous les cas, l'état profond a construit des machines imprimantes 3D géantes, mais vraiment géantes, et ils voulaient les envoyer sur la Lune, nous faire croire qu'ils allaient les envoyer sur la Lune, et qu'avec l'imprimante 3D, ils allaient construire des blocs, comme ça, et qu'ensuite ils allaient envoyer de l'oxygène, et qu'on allait pouvoir vivre sur la Lune. Et Elon Musk a appris cela. Et il a dit, non, moi je vais sur Mars. Et tout le monde a dit, ah Mars c'est quand même quelque chose où on n'a pas encore été. Dans l'histoire de notre humanité, on n'a pas été encore sur Mars. Donc du coup, il a surplanté comme les Américains, à l'époque, ont fait croire qu'ils avaient été sur la Lune, ils ont surplanté la Russie, qui disait qu'ils voulaient aussi y aller. En fait, c'est une guerre magnifique, mais de l'air invisible. C'est des guerres invisibles, qui n'existent pas. Et quand on parle de Mars, il faut savoir que ça peut être aussi le dieu Mars, où justement il est pour la libération du peuple, la libération du monde. Et donc il y a toute une machinerie derrière. Mais vous verrez qu'on n'ira jamais sur Mars, on n'ira jamais sur la Lune. En tout cas, pas avec nos fusées à poudre là. Mais... Et je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, la dernière vidéo d'Elon Musk qui veut prouver qu'il y a un dôme, il fait une grosse fusée et il l'envoie. La fusée elle part. Et vous pouvez trouver la vidéo aussi, et elle tape dans le dôme, et il y a une espèce de fluorescent blanc qui sort, et ça fait comme des vagues, et la fusée explose et redescend. Et tout le monde a dit, ah, Elon Musk, il s'est trompé, sa fusée elle a explosé, tout ça. Mais en fait, il voulait simplement, tout était prévu, il voulait simplement faire voir qu'on ne pouvait pas y aller par là. En tout cas, par là, on ne peut pas. Cap Canaveral, la Lune... On est fait pour rester sur Terre, on est des terriens, on aime notre Terre.
On aime nos poules, nos vaches, nos moutons. On aime nos chiens, nos chats, nos oiseaux. On prend soin de notre terre. Pourquoi on irait dans l'espace? Quelle est cette lubie de dire qu'on va aller dans l'espace? C'est déjà, on a du mal à vivre sur Terre. Mais je ne vois pas l'intérêt d'envoyer des... Et encore, je vous dirais qu'en Astral, ils m'ont dit que c'était pour les milliards et les milliards dirigés pour aller sur la Lune et Mars. Ça va ailleurs. La DARPA, les armées, voilà, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il faut bien comprendre que toute manipulation est falsifiée. Et puis, on arrivera peut-être un petit peu à la fin de la conférence, mais en astral, ils ont beaucoup appuyé dernièrement, comme quoi il faut se retrouver soi-même et retrouver exactement, être libre, de ne plus avoir de chaînes, et surtout retrouver notre famille d'âme, être ensemble. Quelqu'un qui ne vous comprend pas, qui vous rejette, parce que vous avez un certain parler, un franc-parler, avec des idées, eh bien, vous n'y allez pas. À l'heure actuelle, c'est ce que dit l'astral, le négatif, le négatif, l'incube, le succube, il ne faut plus que ça rentre dans vos vies. Tu n'adhères pas, mais rassure-toi, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour que tu adhères à quoi que ce soit. Donc les gens qui ne sont pas contents, eh ben, moi je le dis franchement, ils s'en vont. Vous savez, je n'ai pas que des mails gentils, hein, après les lives. Hein. Et voilà. Et encore, on est content parce qu'on n'a pas beaucoup de trolls. Franchement, je ne sais même pas comment ça se fait. On est protégé par quelque chose. Ma chaîne, elle n'est pas encore censurée. Je ne sais pas comment ça se fait. Je dis des mots la IA ne peut pas... Par exemple, il y a quelque chose de très drôle. C'est pour moi, là, cette fois-ci. C'est tout mon honneur. C'est-à-dire qu'on a un ami, un petit loup, qui s'appelle Stégosaure, qui est Fred, un amour incommensurable. Et en fait, on a discuté ensemble. Et j'ai dit dans le live dernièrement, j'avais posé la question, qui est Gundal? À la IA. Juste ça. La IA, elle a dit, je ne connais pas Gundal. Et j'ai dit, Gundal, illustrateur Kloof. Oh, alors là, direct, instantané. C'est un monde incroyable, que je n'arrive pas à tout comprendre, mais c'est haut en couleur, c'est avec des êtres étranges, c'est plein d'amour, c'est... Bref, une éloge, tranquille. Et Stégosaure, Fred, a décidé de le refaire lui aussi. Et là, c'est incroyable. C'est-à-dire, donc il a reconnu Gundal, il a reconnu les intricités et artricités, et donc du coup, l'AIA, elle lui fait « Ah oui, effectivement, il fait ça, les ondes de forme, sur les énergies, les choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire voir ce qu'il fait. » Donc l'AIA devait créer quelque chose qui s'apparentait à ce que je faisais. Donc il attend. 10 minutes après, c'est long parce que c'est complexe. On attend, il attend. Je peux pas le faire. Ça dépasse la IA, ce que je fais, parce qu'en fait, je suis dans les énergies christiques humaines de ce que vous êtes, ce que vous véhiculez, ce que vous avez été dans vos vies antérieures. Et c'est des intricités, des artricités. C'est comme ça que depuis l'événement de ma naissance, je faisais sur les couches, sur partout. Ces intricités-là, c'est le message codé de vos énergies. Et c'est ce que je ressentais déjà petit. Du coup, ben voilà, la IA, elle était bloquée. Elle n'a pas pu aller plus loin que ça. Elle n'a pas pu lui prouver qu'elle était capable de faire comme moi. Parce que pourquoi? Ça va au-delà d'une machine sans âme, une machine froide, une machine qui copie, qui récupère sur la toile des choses pour fabriquer et pour contrer les artistes et ainsi de suite. Là, ça, elle ne peut pas. Parce que ça va directement dans votre cœur christique, dans votre essence même. Et je vénère ce Stégosaure parce qu'il a planté la IA grâce à ça. Et je me demande qui a réussi à planter la IA avec son âme. Donc on va s'arrêter là, parce que j'ai une musique qui fatigue, et on va remettre un petit peu la musique, si tu me le permets.